Le mec me dit, alors des mecs comme toi, j'en ai rencontré qu'un dans ma vie. Il faut savoir que c'était un ancien senior, très expérimenté, un banquier très, très prestigieux. Et il me dit, le dernier qui a touché un gros chèque de ton âge, il s'appelle Xavier Niel. J'ai rencontré, du coup, depuis que j'ai vendu d'autres mecs, je suis entré dans des clubs d'exit, tu vois, d'entrepreneurs comme moi qui ont vendu leur boîte. Et c'est fou comme tous, ils ont le même parcours. Alors, t'as le moment où tu pars en vacances et tu reviens pas, tout de suite. T'as le moment où tu reviens et t'as le cafard. T'as le moment où ta vie perso, elle a totalement changé. T'as changé d'amis, t'as changé de femme. Donc, c'est vraiment violent et c'est hyper réplicable. Mon banquier d'affaires avec qui je suis devenu copain, il m'a dit, 3 mois plus tard, à Noël 2024, il m'a dit, si t'avais mis tout ton argent quand t'as vendu sur Nvidia, elle est horrible celle-là. J'ose pas te dire la fin de la phrase, mais il m'a dit, si t'avais eu les couilles de mettre sur Nvidia, pour être quelqu'un dans la société aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un guerrier et de remporter une bataille. Avant, c'était le cas. Les nobles, pour être quelqu'un, il fallait qu'ils remportent une bataille ou qu'ils mènent. Et donc, quand tu n'allais pas à la guerre, s'il y avait la guerre, tu n'étais pas reconnu, voire tu étais un lâche, un déserteur. Aujourd'hui, nous, les batailles, pour être reconnu dans la société, c'est l'entrepreneuriat. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'Eskimos, l'entreprise que j'ai fondée il y a 10 ans. Depuis 2015, on a accompagné plus de 2000 entreprises en Europe pour booster leur visibilité sur Google, TikTok, Amazon, Instagram et beaucoup de ChatGPT ces derniers temps. D'ailleurs, on a développé un outil super puissant chez Eskimos pour suivre en temps réel son référencement sur ChatGPT, Gemini et même Perplexity. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Aider les marques à être visibles là où leurs clients les cherchent vraiment. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez-moi directement par email, je vous le laisse juste ici, andrea.bensaid@eskimos.fr. Je réponds personnellement à tous mes messages. À bientôt. Salut William, comment ça va ? Salut Andrea, ça va et toi ? Est-ce que t'es bien installé ? Ça va. Ça va ? On dit que pour réussir dans la tech, il faut avoir grandi à Paris et faire des levées de fonds. Toi, t'es un peu l'antithèse de ça, j'ai l'impression. Donc, je suis content de te recevoir parce qu'on va pouvoir montrer qu'il y a un autre chemin pour réussir dans la tech. C'est vrai, hier soir, j'étais à un événement, il y avait plein d'entrepreneurs. Et il se trouve que je faisais attention à leur origine et la plupart étaient provinciaux. Comme quoi, ces a priori sont complètement faux. Et je pense qu'au contraire, il y en a beaucoup qui réussissent depuis la province. Alors après, c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de fonds, il y a une effervescence très forte dans la tech. Et donc, c'est toujours un point fort pour faire des partenariats commerciaux que de monter à Paris ou d'avoir une antenne à Paris. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais est-ce que c'est vrai que dans les médias, on nous a rabâché les levées de fonds ? Ouais. Et en fait, je pense que on l'a tellement rabâché que même je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lancent en se disant que c'est pas possible autrement. Ouais, t'as raison. Mais c'est ouf parce que c'est comme si c'était obligatoire. Ouais, exactement. Surtout moi, quand j'ai lancé, tu vois, ma boîte, c'était l'ère, la Startup Nation, c'était vraiment avec Station F et qui cultivait beaucoup le levée de fonds. Et je pense que c'est bien un sens de lever des fonds, mais c'est pas la règle, c'est pas la seule manière de réussir une entreprise. Et j'aurais plutôt tendance à dire c'est l'exception, la levée de fonds. En fait, la règle, c'est plutôt de ne pas lever des fonds et d'être rentable day one. C'est ça, une entreprise. Et alors, donc, du coup, toi, tu as grandi à Nancy, c'est ça ? Ouais, la Lorraine. Proche de la place Stanislas, on s'en est parlé plein de fois. Ouais, exactement. Ouais, alors, moi, je suis vosgien et mes parents ont déménagé à Nancy au moment où j'ai créé Clémentine. Donc, du coup, j'ai créé Clémentine à Nancy. Ok. Donc, même pas à Nancy, toi, tu es dans un village à côté de Nancy. Ouais, c'est ça, à 100 bornes. C'est quoi le nom du village Le village s'appelle Chantraine. Ok. Et c'est fou parce que. Mais on est 700, tu vois, je pense, dans le village. Putain, 700. Ouais, c'est collé à Épinal. Et un autre point aussi, c'est que toi, donc, tu as vendu ton entreprise. Ouais. Moi, je reçois beaucoup d'entrepreneurs ici, tu vois, qui développent des boîtes, qui lèvent des fonds, mais finalement, qui n'ont jamais atteint ce succès, cette forme de réussite de vendre la boîte. Ouais, j'ai matérialisé, en fait, en passant par cette vente de l'entreprise, on a matérialisé un peu le succès. Et je comprends ce que tu veux dire. Parce que une entreprise rentable, forcément, pour moi, c'est déjà un succès. J'étais très fier d'avoir de l'EBITDA. C'est un mot que je répète 100 fois par jour. Je recherche l'EBITDA et ça me permet donc du coup d'avoir à la fin du mois une bonne paye, d'avoir la trésorerie qui grossit. Et à partir du moment où on arrive à passer par un exit, une sorte de vente, c'est-à-dire on est validé par quelqu'un d'autre que ses clients dans le marché, parce qu'il y a deux types de validation. Il y a la validation des clients quand ils t'achètent ton produit et la validation des investisseurs. C'est pour ça que c'est une forme de succès, parce que c'est
plus facile, entre guillemets, de lever des fonds que de se vendre. Parce que dans le cas où on lève des fonds, c'est aussi la validation d'une forme de succès. Parce qu'il y a quelqu'un qui valide ton business model en mettant de l'argent sur ton entreprise. Comme quand tu vends ton entreprise, qui valide une forme de business model. Et il se trouve que dans la période qu'on a vécue, toi et moi, là, les 5-10 dernières années, comme l'argent était gratuit, tu sais, c'est l'expression argent magique, avec des taux bas, les fonds d'investissement, ils mettaient facilement de l'argent sur des startups. Et c'est pour ça aussi que les levées de fonds étaient plus faciles que les exits. Ouais, donc on se disait en off qu'il y a beaucoup de... Enfin, nous-mêmes, on a investi dans beaucoup de boîtes. Ouais. Et c'est rare finalement de voir des exits. Même, tu vois, je reçois beaucoup d'entrepreneurs ici qui ont levé des millions, des dizaines de millions. On parle beaucoup des levées de fonds dans les médias. Mais finalement, les exits, c'est assez rare. Tu vois, on se disait tous les deux, on a investi dans pas mal de boîtes. C'est assez rare finalement qu'on ait une sortie et qu'on gagne de l'argent. C'est clair. Et on parle pas de cette rareté finalement. Et toi, tu y as goûté. C'est pour ça que je suis content de te recevoir. J'aimerais bien avoir ton sentiment. Voilà, qu'est-ce que ça fait d'exit finalement? J'ai pas d'autres entrepreneurs, je crois, qui sont venus ici, qui ont vendu leur boîte. C'est pas vrai. Je crois pas. T'en as reçu combien? Non, 100. Presque 100. Et tu me dis, non, mais je peux pas te croire. Si, non, sur 100, tu t'en as pas en tête. Alors j'en ai qu'on fait peut-être des semi-cash out, qu'on vendait des parties. Ah oui, des cash out, ouais. Mais pas qu'on vendu totalement leur boîte. Ouais. Alors, parce que tu vois, on recherche, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu le Graal, on cherche en fait cette. Bien sûr. C'est une finalité. Bien sûr. C'est toujours pareil, on rêve d'un truc et le jour où on l'a, on se rend compte que c'était peut-être pas ça qu'on cherchait aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait de vendre sa boîte? Alors, je vais vraiment essayer de te répondre au mieux. Ça déçoit parfois les gens qui entendent ma réponse. Je n'étais pas vendeur, moi. Donc, j'étais justement pas dans l'esprit de faire un exit. J'étais dans l'esprit d'aller vers les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pensais que c'était faisable. Et je pense d'ailleurs que c'est toujours faisable dans le marché de la comptabilité en ligne. J'y crois beaucoup. Il y a un énorme boulevard. Il y en a plein qui s'en sont saisis. Donc quand t'es pas vendeur, déjà, t'es dans une position forte face à l'acheteur potentiel ou aux acheteurs. Moi, j'ai eu 5 offres fermes. Donc il se trouve qu'on a eu un process qui a été initié par un des concurrents qui voulait absolument nous racheter lors d'une levée de fonds à 50 millions d'euros. On lui a dit non. Puis ensuite, il y a les fonds d'investissement qui sont rentrés dans la boucle. Et à ce moment-là, il y a un très long processus qui se déclenche. Et à la fin, tu te retrouves avec un chèque sur la table, comme on dit. Tu vois, alors c'était pas le vrai chèque physique, mais tu as une offre ferme et tu peux la signer ou pas. Et quand tu réfléchis à tout le travail que tu as fait depuis 10 ans, et puis au montant qu'il y a sur la table et les risques qu'il y a pour les 10 prochaines années aussi, parce qu'il y a beaucoup de risques dans le business. Tu peux un jour être dans une forme de succès, et un autre jour dans une forme d'échec. Et c'était pas facile tous les jours. Mon aventure, c'était plutôt difficile. Recruter les bons candidats et avoir une forte croissance en conservant une forte rentabilité, c'était vraiment un défi avec la technologie, la réglementation qui n'arrête pas d'évoluer. Tu sais, on a eu tellement de montagnes russes que quand tu te retrouves avec cette offre, t'hésites un peu, surtout à 35 ans, tu vois, à la laisser passer. Et moi, comme c'est jeune aussi en plus, parce qu'il y a ça, il y a l'âge aussi. Et moi, il y a je crois pas qu'il y ait d'ailleurs de personnes de ton âge dans la tech qu'on fait des exits. Pour le coup, alors, là, il en reste vraiment plus. Alors, c'est sympa de me dire ça, mais quand je suis allé, tu sais, le lendemain de la vente, alors je te raconte plein de choses pêle-mêle. On est là pour ça. Quand je suis allé le lendemain, alors, moi, le jour où j'ai signé, le soir même, j'ai une banque privée, qui m'a appelé. Et c'était confidentiel le deal, donc j'étais étonné qu'elle soit au courant. Mais tu sais, ils se parlent tous. Et quand tu parlais des réseaux à Paris, effectivement, ça c'est un point fort, c'est que tout le monde se connaît. Et moi qui étais encore à Nancy lorsque j'ai signé la vente de mon entreprise, le soir même, une banque privée de premier plan, vraiment Place Vendôme, m'appelle et me dit « Bravo, félicitations pour votre vente, formidable, est-ce qu'on peut venir demain matin dans votre bureau ?» J'étais étonné et par curiosité, j'accepte. Ils viennent. Et puis alors, comme c'est des très grands commerciaux, parce qu'on peut penser qu'ils n'ont rien à vendre, mais en fait, ils ont tout à nous vendre. Les banquiers privés, c'est vraiment des très très bons vendeurs. Et le mec me dit, alors des mecs comme toi, j'en ai rencontré qu'un dans ma vie. Il faut savoir que c'était un ancien, senior, très expérimenté, un banquier très, très prestigieux. Et il me dit, le dernier qui a touché un gros chèque de ton âge, il s'appelle Xavier Niel. Et je lui ai dit, ah ouais, quel compliment, t'es un bon vendeur, je suis d'accord. Mais c'est vrai, mais c'est une réalité. Ouais, alors je me suis demandé si c'était une réalité. Après, j'ai fait mes recherches, je crois que c'est vrai, parce que c'était juste avant qu'il aille en prison. Il y a eu un petit séjour. Alors après, j'espère ne pas aller en prison tout de suite. Ou jamais. C'est mieux. Ou jamais. Et là, en plus, donc, toi, tu t'es lancé en 2012-2013 ? Donc, ouais, juillet 2012, on a créé Clémentine. En gros, un autre fait marquant sur toi, c'est que, la success story actuellement autour de la comptabilité, dont on parle beaucoup en France, c'est Penny Lane, et en Europe. Ouais.
En fait, toi, t'as lancé Penny Lane 10 ans avant, globalement. Exactement. Ça, Penny personne Lane, n'en parle non plus, mais c'est ouf. Penny Toi, Lane, t'as pas c'est- lancé Penny Lane genre 2-3 ans avant. Exactement. Tu l'as lancé 10 ans avant. Alors, il y a des spécificités en commun et d'autres différentes. On n'était pas 100% sur le même marché. Néanmoins, c'est vrai qu'ils nous ont imité beaucoup au début et ensuite ils ont pivoté. Nous aussi, on a fait ça. Chacun a fait ça à sa manière. Et après, avec les levées de fonds spectaculaires de Penny Lane, effectivement, je pense que c'était un bon play que de vendre parce que leur accélération est tellement phénoménale aujourd'hui que winner takes it all. Et donc, on avait un risque, je pense, quand même, avec ce gros acteur qui a éclos. J'allais t'en parler parce que je crois que t'as vendu genre 1 an avant la grosse levée de Penny Lane. Ouais, la deuxième grosse levée. Ils avaient déjà levé beaucoup. Hein. Ils étaient à 600 collaborateurs au moment où moi j'ai vendu déjà. Et c'est vrai que quand t'es Nous, bootstrap on comme était toi, 300. tu fais de l'EBITDA, donc t'as du cash, mais c'est dur de se battre face à un géant parce que lui, quand il a par exemple 100 millions, 200 millions, il les a en trésor. C'est ça. Il peut bombarder en C'est ça. marketing. Toi, t'es Et- en mode EBITDA. Et je suis en mode EBITDA, et sans rentabilité. Parce qu'il peut, quand il fait marketing, bah, il tue son PNL. Alors que toi, tu es dans la recherche d'améliorer ton EBITDA, donc parfois tu fais pas forcément des choix stratégiques très forts au niveau long terme. Et donc, c'est une vente en plus à plus de 100 millions d'euros que tu as faite à Google en plus. Donc, c'est Team System et c'est une filiale de Google. Alors, nous, on peut pas communiquer parce que Team System n'a pas voulu communiquer sur le montant de la vente. Donc, J'ai des insights. c'était en dizaines de millions d'euros. C'était une belle vente, effectivement. Et c'était quoi la question? Il n'y avait pas de question, c'était juste pour se rendre compte de. Ouais, parce qu'il y a la taille du ticket, enfin, il y a C'est la un taille de piège. l'exit, il y a ton âge, Ouais. il y a le fait que tu sois dans la tech, il y a le fait que C'est tu pas le fait levé de que fonds. ça soit T'es Google, un peu un ovni dans la tech, finalement. Google qui intervient à travers son bras armé Data, qui est Team System en Europe, en Italie, qui est une énorme boîte de tech, 1000 développeurs, 1 milliard d'EBITDA, enfin c'est très lourd. Il y a le fait que je suis un peu jeune, c'est vrai, et sans lever de fonds bootstrappé, comme toi. Et du coup, non mais c'est marrant, donc je suis content, je creuse un peu parce que Ouais. c'est atypique quoi. Et après, qu'est-ce que ça fait pour essayer d'aller un peu plus loin? C'est de creuser. Tu sais, donc j'étais sur mon ordinateur à mettre à jour ma page tu sais, de ton espace client bancaire pour voir Ça, si c'est les fou. montants arrivent. Mais vraiment, tu sais, ça s'est vraiment passé comme ça. Au moment du closing, enfin, t'étais en mode refresh pour avoir l'argent arriver en Il gros. y avait le banquier, mais vraiment comme dans un film, tu vois. Il y avait un banquier, c'était le mien, le banquier d'affaires qui avait fait le côté sell side. Et il me dit, est-ce que l'argent est sur le compte? Je recharge la page, non, il était pas. Et à un moment donné, pam, il y a le montant. Et bon, je lui dis, c'est bon, il est là. Mais il y a un côté un peu fictif, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Exactement. Je sais pas si t'as déjà par exemple, Totalement. investi par exemple, en crypto ou des choses comme ça. T'as de l'argent, mais c'est virtuel quoi. T'es devant ta page internet. C'est Finalement, ça. on réalise pas. Je pense qu'on réalise pas forcément. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté un peu Eh ben, c'est irréel. ce que j'allais te dire exactement, c'est qu'au moment même où en fait le petit montant s'est affiché, tu sais, c'est vraiment ridicule, mais le premier truc que j'ai pensé, c'est vraiment ridicule, mais je le dis quand même, c'est une confidence. Je me suis dit, ah, c'est tout petit sur la page, tu vois, c'est tout petit le Mais il y a montant. quand même pas mal de zéros. En Et- largeur, ça devait. Et je me suis dit, waouh, c'est tout mon travail qui est là. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que tous les entrepreneurs se lancent en gros pour en arriver là. Mm. Moi, j'en reçois beaucoup, mais c'est marrant parce que je les vois dans le développement. C'est-à-dire que ils ont levé 50 millions, ils ont des stratégies de développement, mais l'affiner à la finalité, c'est. Mm. Et donc, du coup. Bah ouais, nous on avait ouais, aussi c'est- beaucoup d'envie à un moment donné de lever des fonds. On a réfléchi à ça, mais dans notre ADN, dans notre stratégie, quand on était obligé de sacrifier tout ce qu'on avait fait comme effort pour avoir de la rentabilité, à chaque fois on reculait. Parce que j'ai toujours parlé avec des fonds pendant 10 ans presque, j'ai été abordé. La comptabilité, ça a souvent été un truc sexy quand même dans les 10 dernières années pour les fonds. Et ils revenaient à la charge. D'ailleurs, tous mes concurrents ont levé, du plus petit au plus grand. Il y en a qui sont morts sur la route, et il y en a qui ont levé que 200 millions. C'est vrai cette anecdote où en gros, il y en a un qui a levé 50 millions d'euros, Ouais. qui a pris un rendez-vous avec toi Ouais. pour te proposer de te racheter. Ouais, vrai, sinon ça il m'a dit t'es mort. Sinon t'es mort si tu me vends pas. Ok. Et du coup, En je gros, lui, disais- il venait de lever 50 millions d'euros, il était prêt à envoyer. Ouais. Toi, t'étais en mode avec ouais. ton PNL, C'est une vraie ton histoire. EBITDA et tout. C'est même, si tu veux l'anecdote, encore plus improbable. J'étais en vacances. Alors, Est-ce que ça commence par un I, le nom de la marque? Parce que Non. j'ai un acteur qui a levé autour Non, de cette somme-là. non, c'est pas par un I. Ok. Et bah, il en reste pas beaucoup, donc Ouais. ne devine pas trop. Et cet acteur-là, je me souviens, en vacances, on était au même endroit. Hasard de la vie, et il me dit et on se croise sur le port, et il me dit faut qu'on se prenne un café, une glace, et bah je lui dis ok, pourquoi pas. Donc on se retrouve, on prend le café, et puis très sympa, tu sais, un peu affable, et ça se passe bien. Bon, on parle pas de business, on parle de nos passions en commun. Et puis, il m'envoie un mail à la rentrée en septembre. Il me dit, écoute, voilà, je te l'ai pas annoncé, mais j'étais en phase de closing, de levée de fonds pendant cet été. Donc là, je l'annonce demain. Tu vas voir partout dans les médias. Je lève 50 millions d'euros. Donc, ce que je te propose, c'est avec les 50 millions, on te rachète.
Mais genre, il te propose les 50 millions ou il prend une partie des 50 millions? J'étais étonné, non, j'ai pas creusé, je sais pas. Mais j'étais étonné parce que, justement, c'est les 50 millions d'euros. Pour moi, c'était plutôt pour faire de l'expansion, tu vois, de la croissance. Et quand il m'a parlé de ça, je me suis demandé, mais après, il y avait peut-être d'autres choses, il pouvait relever ou autre pour me racheter. Et puis, on a refusé parce qu'une offre de cet ordre de grandeur, je l'avais eu déjà 2-3 ans avant. J'avais déjà refusé avec un autre fonds qui s'appelait Summit Partner. Et il connaissait pas ta taille, je pense. Ou alors il t'a sous-estimé, ou il se rendait peut-être pas compte de la... Ouais, non, il connaissait ma taille, mais il pensait peut-être que moi je connaissais pas ma valeur. Après, franchement, tu sais, c'est vrai que je comprends que l'audience, ça soit intéressant. Moi aussi, j'étais dans cet esprit-là de combien de millions, combien de milliards quand tu regardes les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Parce que c'est vrai que c'est la manière de valider, comme disait Bernard Tapie. Tu sais, il y a l'artiste ou il y a le physicien, c'est le prix Nobel de la paix. Nous, c'est la taille de l'entreprise, donc validé par une vente ou par un résultat, la cotation en bourse. Et c'est ça qu'on regarde. Elon Musk, c'est quoi sa fortune? C'est ça, oui. Mais c'est la maîtrise quand tu as réalisé un petit peu, et je suis un tout petit niveau par rapport à ces mecs-là, te dis ouais, en fait, vraiment ce qui est le plus excitant, c'est pas ça. Et c'est pas bullshit. Non, je sais. C'est pas bullshit. En fait, on a toujours, tu sais, dans la vie, on se fixe toujours des objectifs. Ouais, j'en ai encore plein. Et le moment où on a le plus de plaisir, où on rêve le plus, c'est entre le moment où on a l'objectif et le moment présent. Et le moment où on atteint l'objectif, 100%. Finalement, on se rend compte que pas du tout en fait. 100%. Et donc du coup, c'est le chemin. Ouais. Et en fait, on le dit tout le temps, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, j'ai écouté une petite interview là sur les réseaux sociaux d'un mec, un vieux, 80 ans, et il me disait mais qu'est-ce que tu préférais dans ta vie? Et il disait moi le seul truc que j'aimerais refaire, c'est un dîner avec mes enfants et ma femme quand je rentrais du travail parce que j'étais en train de penser à mon boulot alors que mes enfants étaient à côté de moi et je leur parlais pas. Tu vois? Et c'est la même chose pour un entrepreneur. En fait, c'est quoi ce qui t'a le plus plu? C'est pas le jour où j'ai vendu, c'est le jour où je construisais mon équipe et il y a un truc qui est marrant sur toi aussi, c'est que je trouve que tu as été assez peu médiatisé pendant le développement de Contact Clémentine, sûrement parce que tu devais bosser. T'es à Nancy aussi. De quoi? J'étais à Nancy aussi. Et t'étais à Nancy. Plus dur aussi de faire une interview, tu vois. Mais c'est marrant parce que du coup, ta médiatisation commence depuis que tu as fait ton exit, alors qu'en réalité, t'étais déjà la plus belle boîte tech pendant que tu l'as développée, mais t'étais aux manettes, on va dire. T'es sympa, la plus belle tech. Attends, non, il y en a plein quand même des belles tech. J'en connais plein. Ouais, mais pour un exit avec le montant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y en a peu qui ont fait des exits, mais j'en connais des belles tech. Aussi, bien sûr, il y en a plein. Moi, je connais des boîtes qui ont été valorisées 5 milliards. Mais tu vois, c'est pas pareil d'être valorisé et de toucher vraiment l'argent. Ouais, t'as raison. Ouais. Bah écoute, je vais te faire une réponse hyper concrète. Aux États-Unis, même l'empire vraiment de la tech, il y en a pas tant qui réalisent des exits. Alors après, c'est toujours spectaculaire, mais on parle que de ceux-là. Il y en a pas tant derrière qui réalisent des vrais exits, tu vois. Ouais, non, une dizaine de millions d'euros. Je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que tu regrettes de pas avoir levé des fonds? Parce que vu que t'as créé Penny Lane 10 ans avant, quand on voit les levées de fonds de Penny Lane et la valorisation, je crois que la dernière elle est à 2 milliards. En fait, toi, t'es largement en avance. T'aurais pu y aller en mode bourrin et lever beaucoup de fonds. Est-ce que tu regrettes ou tu préfères ce chemin sain de la rentabilité et du bon sens paysan finalement? On a été schizophrène quand même pendant un moment. C'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on lève ou est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on fait un cash out et on continue? Vraiment, on se posait beaucoup cette question-là des semaines. Et non, je regrette pas du tout. Moi, j'ai trouvé, comme tu as dit, que c'était sain, le chemin que j'ai mené. Et en fait, c'était ma liberté. Aujourd'hui, voilà, comment j'explique, c'est que y en a qui ont moins de liberté, ils choisissent d'avoir moins de liberté pour essayer d'aller plus loin, second à Rome. Puis il y en a d'autres, ils sont premiers dans leur village et puis ils sont plus petits, mais ils ont 100% de liberté. Et moi, c'est ça que j'ai choisi aujourd'hui. C'est vraiment aussi par rapport à mon histoire personnelle, je pense. Chacun a sa propre histoire, ses propres choix. Je connais beaucoup d'entrepreneurs de la tech qui ont quand même fait des exits. Et il y a un syndrome qui est connu dans la tech, un petit peu dont on parle pas trop, c'est un syndrome de dépression. Ah ouais? Ouais, apparemment, tous les gens qui ont vendu qui ont touché personnellement plus de 10 millions d'euros, tu vois, 10, 20 millions d'euros, c'est des sommes qui font que, en fait, t'as plus ton business, donc faut trouver une nouvelle activité aussi, sinon tu peux vite t'ennuyer. Plus t'as beaucoup d'argent. Est-ce que toi, là, t'as connu une phase entre le moment où t'as touché l'argent et aujourd'hui, où globalement, t'as réussi à bien gérer cette phase? C'est peut-être un mythe aussi, peut-être qu'en fait pas du tout, on se sent très bien à ce moment-là. Non, je pense que c'est pas un mythe, il y a une part de vérité, parce que j'ai rencontré, du coup, depuis que j'ai vendu d'autres mecs, je suis entré dans des clubs d'exit, tu vois, d'entrepreneurs comme moi qui ont vendu leur boîte, et c'est fou comme tous ils ont le même parcours. Alors, t'as le moment où tu pars en vacances et tu reviens pas, tout de suite.
T'as le moment où tu reviens et t'as le cafard, t'as le moment où ta vie perso elle a totalement changé, t'as changé d'amis, t'as changé de femme, donc c'est vraiment violent et c'est hyper réplicable. Alors en ce qui me concerne, Il y a des patterns, genre. ouais, il y a un pattern. Il y a un C'est pattern. hyper violent, c'est hyper inquiétant même. Et en fait, il y a un côté À un peu partir d'un brutal, certain en fait. montant, je pense vraiment il y a un pattern. Mais même je l'ai vu très bas, hein, parfois pour 2 millions d'euros, enfin très bas, c'est une très grosse somme, je sais bien, mais pour des montants, on va dire, qui sont plus communs. Vendre son entreprise 2 millions d'euros, je l'ai vu, il y en a qui partent vivre à Bali, tu vois, et qui quittent leur femme, quoi. Donc c'est vraiment étonnant. Ok, c'est même pas que le montant, c'est le fait juste de vendre la boîte, c'est tellement dans ton quotidien que finalement, Alors, la en ce qui biologie, me elle a besoin de se concerne, remettre en place sur autre chose, tu vois. pour te Parce que répondre, c'est vrai que tu devais bosser. ouais, moi je bosse toujours comme un fou, j'ai toujours bossé comme un fou, Tu sais, j'adore ça. Tu vois, dans le vocabulaire, je dis tu devais comme si Ouais, c'était au passé. c'est terminé. T'as vu, ouais, alors que non, en fait. Mais... Non, mais t'as raison, je devrais peut-être m'arrêter. Parfois j'y pense encore ce matin. Mais non, franchement, moi, pas du tout. Mais c'est parce que tout simplement, en fait, j'ai pas éclos hier, j'ai vendu, demain, je suis riche. Non, en fait, l'entreprise, elle était déjà riche par elle-même parce qu'on était rentable. On avait des millions d'euros sur le compte. Tous les jours, la trésorerie, elle montait. Donc, moi, j'ai pas changé de mode de vie totalement. Tu vois, il y a des gens qui me disent « Ah bah t'as changé d'appartement ?» Oui, j'ai changé d'appartement, mais ça faisait 4 fois que je changeais d'appartement et j'ai pas changé trop de standing non plus avec ça. Tu vois, je me suis pas fait des gros plaisirs qui ont changé totalement ma vie. J'achète toujours les chemises au même endroit et j'ai pas changé de standing. Donc en fait, c'est peut-être un peu ça aussi, c'est qu'il y en a, ils réalisent parce que l'exit leur permet de changer complètement de standing de vie. Ce qui était pas totalement mon cas. Raconte-moi juste les patterns, ça m'intéresse vraiment. Juste, c'est amusant pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Post-exit, en gros, raconte-moi les 3-4 patterns. Donc, il y a les vacances Alors, où tu reviens pas déjà. Ouais, alors c'est vrai que j'ai un copain, il m'a envoyé la courbe. D'ailleurs, j'ai nié. Il m'a dit il y a une courbe sur Twitter de quand tu vends euphorie. Donc le moment où tu t'éclates, tu peux faire la fête avec tes amis, tu as envie de montrer que tu as réussi et tu es vraiment dans un moment d'euphorie qui dure très longtemps, apparemment. C'est 1 an, donc c'est positif. Ok. C'est dommage parce que cette première année, moi, après la vente, j'ai pas fait ça. J'ai réglé des problèmes juridiques, fiscaux, comptables, etc. Parce que c'était un peu compliqué à gérer avec toutes mes sociétés. Et du coup, j'ai pas eu ce moment d'euphorie. Mais du coup, après, quand ça redescend, t'as le moment où tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu vas faire. Et au moment où tu te poses la question de ce que tu vas faire, c'est la première étape, c'est de te dire et si j'arrivais pas à refaire aussi bien. Du coup, tout le monde te juge et dira t'as eu de la chance, Ouais. c'était Ça, pas c'est horrible. ta compétence. Et C'est horrible, t'as eu de la chance, il est relou. voilà. Et du coup, si tu envisages de ne pas réussir à refaire aussi bien que ce que t'as fait, dépression. Donc du coup, beaucoup abandonnent au lieu de refaire, parce qu'il y a un risque de du coup t'écraser, ils passent plutôt dans le choix de la dépression et de se dire ah non mais je fais rien. Et en fait, à force de rien faire, d'un coup, comme c'est des gens en général très actifs, les entrepreneurs qui ont envie de faire avancer les choses, construire, c'est des bâtisseurs. Bah à partir de là, ils passent un peu en mode dépression. Alors quand on dit dépression, il y a tous les niveaux. Hein, à mon avis, c'est pas forcément t'enfermes dans une chambre dans le noir, mais bon, dépression, c'est tu vois moins de monde, tu restes chez toi. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un truc qui me ressemble, mais je pense quand même ne pas être en dépression. En ce moment, je travaille beaucoup de chez moi, c'est pour ça que je dis ça. Et après, bah, tu remontes une boîte, normalement, c'est la 3e étape. T'es dans quelle phase, toi, là, pour se rendre compte? Ça fait combien de temps que t'as Je suis vendu? pas sûr d'être dans le pattern, mais peut-être que je veux pas le voir, je me voile les yeux. C'est comme Moi, le j'ai complexe vendu d'Oedipe, depuis ces trucs 1 an et là. Je demi. crois que t'es pas dedans, mais en fait. Ouais, en fait, t'es en tu plein vois. dedans. Ouais, c'est un copain qui me disait ça, mais t'es en plein dedans. Et je le niais, et peut-être que j'y suis, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir ce moment de down, mais je suis en train de remonter ma boîte, moi. Donc, tu vois, je suis dans la 3e étape, peut-être, j'espère. Et du coup, j'essaie de prendre mon risque à nouveau. Il y a un autre problème aussi, je trouve, c'est que j'aime bien faire la différence entre le flux et le stock. Quand tu touches de l'argent, c'est un stock d'un coup, tu vois. Alors que si tu as ta boîte, c'est un flux, donc tous les mois, tous les ans, tu gagnes de l'argent. Le flux, c'est tu rassurant. dépenses, et le flux, c'est rassurant. Et en fait, le stock, on se rend pas compte aussi si tu touches une grosse somme d'argent. Ah ouais. Comment tu l'investis, tu vois. Alors, je voulais te parler de ça aussi. Parce que ça, c'est une galère. Si on te donne, par exemple, des grosses sommes, par exemple 100 millions d'euros, c'est une énorme galère, quoi. Ouais. C'est chaud à déployer. Alors clairement, j'ai tellement réfléchi à ça, j'ai vraiment toutes les réponses. Déjà, Bon, tu déjà, passes diversification, ça, c'est la base. tu passes, non, mais même avant, tu passes de chef d'entreprise à investisseur. Ce qui est deux choses totalement Mais différentes. rien à voir, c'est-à-dire c'est complexe. T'as des nouveaux produits Moi, je pense que c'est plus dur structurés. d'être investisseur. Tu vois, moi qui suis entrepreneur, Mais Par t'es aussi exemple, investisseur. je suis aussi investisseur, mais je trouve que c'est plus dur d'être investisseur. Ouais, bien Parce que sûr. t'es aux manettes de ta Bien boîte sûr. dans un entrepreneur. Là, tu te confies à un banquier, par exemple. Mais tu sais pas, tu vois. Quand si tu confies à un si banquier, c'était vrai, quand ben, tu investis sur quelqu'un d'autre que sur tes propres voilà. équipes. C'est plus rassurant d'investir sur soi-même. Tu Bien vois, c'est toi sûr, qui te bien lèves tous sûr. les matins. Bah, moi, je suis comme toi, C'est évidemment. rationnel, tu vois. Et ça a été difficile de faire cette transition pour moi parce que apprendre vraiment des nouveaux codes, une autre manière de fonctionner. Ensuite, tu vois, j'essaie de mettre ton audience dans les habits de celui qui a vécu ça. Tous les jours,
au lieu de voir ta trésorerie monter et de voir les flux et elle monte progressivement, tous les jours, tu la vois descendre progressivement parce que tu n'as pas de rentrée. C'est ça Donc en fait, c'est pas du tout rassurant, ça. tu rentres dans un nouveau mood où avant tu étais un peu vainqueur à la croissance, tous les matins ça augmente. Et là, c'est un peu décroissance, tous les matins ça diminue. Donc c'est vraiment stock versus flux, quoi. Non, c'est ça. T'as un stock, donc on donne le stock. Et après, tu te débrouilles, mais si tu perds ton stock, il n'y aura plus de flux après, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment tout ton capital, c'est-à-dire tout le travail que tu as fait, il disparaît du jour au lendemain. Alors qu'une entreprise, bon, ça peut aussi faire faillite, mais ça prend du temps. La traîne, tu la vois venir, tu as des choix, tu peux réajuster. Alors que quand ton stock, tu le perds, d'ailleurs, je voulais le dire, mais dans le pattern là qu'on décrivait tout à l'heure, il y en a qui passent par la case, ils perdent tout leur argent. Ou beaucoup. T'as raison, on n'en parle pas de ça, mais, ça, c'est même beaucoup. Mais ça. j'en ai entendu souvent. à l'exit, là où je suis allé. J'ai beaucoup entendu aussi. Ah ça. voilà, au club où je suis allé, j'en ai plein. C'est vachement drôle, mais. C'est quoi la stat tu pourrais donner genre, Ah là, je sais pas. Moitié, je pense. Non, sur 10 mecs, tu vois, que j'ai rencontrés là, que j'ai en tête, il y en a la moitié. Ah non, je suis pas étonné, tu vois, la moitié. Ouais. Tu vois, la moitié qui c'est chaud, ça. perdent 80% ou 90% de ce qu'ils ont gagné. C'est une vraie dépression parce que déjà. Perdre, ça veut dire mauvais investissement et tu revois plus jamais cet argent-là. C'est ça, perdre. Hein, c'est pas c'est investi quelque part et c'est pas liquide. Non, perdre, c'est perdu. Tu peux pas le récupérer, cette mise. Et ça, ça me fait rire, mais j'espère que ça m'arrivera pas parce que j'ai fait plein d'investissements déjà. Aujourd'hui, c'est le risque parce que t'es pas comme là, j'étais un grand sportif dans ma discipline, l'entrepreneuriat. Je savais ce que je faisais. Ouais. Je pouvais pas faire des erreurs à plusieurs millions en un coup. Je pouvais faire des erreurs à 10 000, 100 000, mais pas à 3 millions. Ouais, genre tu fais un mauvais investissement marketing à 20 000, tu fais un salon, t'as pas un ROI. Voilà. Bon, tu t'en remets si la boîte elle a une certaine taille. Tu places 5 millions à un banquier et ça diminue. C'est ça. Et ça, c'est dans ce style d'investissement-là qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui perdent beaucoup d'argent. Mais parfois, en bourse, souvent, je crois. Hein. C'est ça. Comment ? Souvent, les gens perdent en bourse. Ils sur une action et qui j'ai entendu beaucoup des produits structurés. Pourtant, en ce moment, les bourses, elles montent. Donc, Le problème, c'est que tu as les banquiers. En fait, le problème aussi, c'est que les banquiers, à ce moment-là, ils sont tous dans le même mood, quoi, en mode regarde ce produit-là, ça va cartonner. Ils parlent peu du risque pour l'avoir un petit peu vécu. Ouais. C'est plutôt regarde le taux plutôt que aie conscience du risque. Je pense que vraiment, c'est plutôt dans t'as raison, c'est plutôt dans cette approche-là que les entrepreneurs perdent l'argent. C'est pas que dans des folies des biens passifs. Ils pensent faire des investissements actifs, c'est-à-dire pensent avoir un ROI. Et finalement, il se trouve que c'est des investissements pas très actifs et plutôt assez négatifs. Donc comment on fait ? Alors on a une somme d'argent sur son compte, on actualise à un moment donné. Mais là en fait le problème c'est que même pour le déployer, ça devient un travail. Tu deviens chef d'entreprise de déployer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait tu peux pas pour un banquier tout lui donner. Ça serait une connerie, tu vois. Tu sais, je connais pas bien ton audience. Est-ce que c'est que des entrepreneurs ou est-ce que c'est très large ? C'est assez large. Ok. Mon banquier d'affaires avec qui je suis devenu copain, il m'a dit, 3 mois plus tard, à Noël 2024, il m'a dit si t'avais mis tout ton argent quand t'as vendu sur Nvidia, elle est horrible celle-là. J'ose pas te dire la fin de la phrase, mais il m'a dit si t'avais eu les couilles de mettre sur Nvidia. Bah écoute, je vais pas te dire exactement, mais effectivement, ça serait des montants phénoménaux. Il est dur ton banquier, un banquier. C'est dur. Là, il travaille avec mais toi. Mais tu sais, nous écoute. Faire ça, c'est de la folie. C'est-à-dire, tu mets tout ton travail de 10 ans, moi c'était presque 11 ans de travail. Si j'avais mis ça sur la bourse, j'aurais été insensé parce que ça peut monter, ça peut descendre, tu sais pas où va la bourse. Tu maîtrises pas bien, même si... Tu aurais pu mettre sur le Bitcoin, tu avais déjà touché de l'argent. Ouais, ou sur le Bitcoin. Après, j'ai fait ça, j'ai mis de l'argent en bourse, évidemment, mais pas dans les mêmes proportions que celles qui auraient pu me rendre peut-être milliardaire. Alors, combien de temps ça prend, du coup, une fois que tu as l'argent ? Qui tu vas voir, comment tu diversifies tous tes investissements, tu vois ? J'imagine que tu vas pas voir le premier banquier Place Vendôme qui dit donne-moi tout, tu lui donnes tout, tu vois. Non, ouais. Alors moi, j'ai été assez sceptique avec les banques privées, tu vois. Je les ai toutes rencontrées pour bien comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, elles voulaient tous que je mette 10, 20 millions chez eux, et puis qu'ils me les managent. Et puis que si j'attends 3 ans, ça va doubler. Et puis si j'attends 6 ans, ça va tripler. Parce que c'est naturel et qu'ils m'ont prouvé que la famille de la maison, elle fait la même chose, que leurs sous, ils sont dans le même panier que toi et qu'il n'y a pas de risque. Mais... j'ai été super sceptique parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'adore maîtriser mon risque et là, je maîtrise rien du tout. Donc, j'ai pas forcément envie de rentrer dans la logique, même si je t'en parlerai après peut-être, c'est quand même le cas actuellement, de vivre de mes rentes. Je fais des investissements qui me permettent dans l'immobilier d'avoir des loyers et forcément, c'est une forme de rente. Mais j'ai plutôt envie de prendre un risque et de reprendre en fait mon destin en main.
et donc à continuer à être entrepreneur. Je veux pas être un investisseur uniquement dans ce rôle-là. Je veux vraiment rester un chef d'entreprise, manager mes équipes et potentiellement créer de la valeur. Tu m'as raconté une anecdote à un dîner. Je vais balancer un peu les exclus. Quand tu étais petit, tu étais en voiture avec tes parents. Tu roulais, je crois que c'était sur l'autoroute. Et il y a une belle voiture qui est passée à côté. Tu te souviens de ça? Ouais, je me souviens de ça, j'ai une très bonne mémoire. Okay. On avait un peu bu en plus, mais je m'en rappelle. Et donc il y a une belle voiture qui passe et je sais pas, j'ai visualisé le truc parce que cette scène m'a un peu marqué. Je t'imagine en mode enfant. C'est vrai, je me baisser souviens la de cette anecdote. Et en gros dire un jour j'aurai cette voiture. Et genre c'était une belle voiture, je crois que tu vas nous raconter. Effectivement, ouais, c'était une belle voiture rouge et je me souviens de cette voiture qui nous double. Je crois que c'était une Ferrari. Ok. Et t'avais quel âge? T'étais jeune? J'étais jeune, je sais plus, j'avais 7-8 ans peut-être. Et je dis peut-être un peu plus. Et je dis à mon père, mes parents qui étaient devant, je leur dis mais qui a cette voiture? Et je me souviens de la réponse de mon père, qui m'avait pas du tout satisfait. C'est c'est un footballeur. Et je m'étais dit mais non, c'est un entrepreneur. Pour moi, c'est un chef d'entreprise, c'est pas possible que ce soit un footballeur. Et je l'ai dit à mon père, mais il m'a dit non, un chef d'entreprise, il peut pas avoir ça. C'est que un footballeur. Et après, j'ai un peu fait mes recherches et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était quand même possible d'avoir ce genre de voiture si on était entrepreneur. Mais il fallait gagner beaucoup d'argent pour ça. D'où ça vient En fait, je me pose cette éternelle question, d'où ça vient cette ambition, cette envie de grandeur, cette envie d'entreprendre? Je reçois plein d'entrepreneurs ici. Ouais. C'est un peu ma question un peu existentielle, c'est-à-dire que je pense que je l'aurais jamais résolu. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui, très petits, sont déjà, tu vois, je sais pas, aiment les Lego, aiment construire, En fait, finalement, on pourrait repérer déjà chez des enfants des patterns d'entrepreneuriat. Ouais, peut-être. Et je sais pas d'où ça vient parce que il y a des gens qui viennent de toutes parts, tu vois. Toi, t'as dû faire ton introspection quand même. T'as peut-être des moi, je l'ai fait, tellement entrepris. Non, mais en fait, oui, c'est ça. Et je sais que j'avais cette fibre entrepreneuriale tôt, mais je sais pas d'où elle vient, tu vois. Écoute, ma réponse alors, puisque tu la poses à tous les. Je la pose à tout le monde. Ouais, ok. Peut-être que, chacun a aussi son idée. Mais tu vois, le fait que très tôt, tu vois une belle voiture, que tu aies cette envie de... C'est vrai. C'était pas le cas de ma sœur qui était dans la même voiture à côté de moi, qui a pas eu cette remarque et qui est pas dans cette dynamique, même si elle est quand même entrepreneuse aujourd'hui. C'est pas sa recherche. Elle, ce qu'elle veut, c'est l'indépendance. Alors, comment moi ça m'est venu ou comment ça vient Tu as lancé plein de boîtes en plus avant. Tu as le truc un peu en toi depuis toujours. D'où ça vient? Tu vois, il y a plein de gens qui font des études, ils vont travailler dans des boîtes. On m'a posé beaucoup la question aussi parce que comme j'ai créé plusieurs entreprises et c'était pas ma première, celle de Clémentine. Finalement, ça a été vraiment une recherche de développer quelque chose. Je pense que c'est plus simple que ce que tu imagines, la réponse, quand même. Alors, je vais peut-être pas la résoudre aujourd'hui, mais t'as dit que tu... Je te dirais ce que j'en pense. L'éternelle question, donc, à suivre. Je pense que on recherche tous, en tant qu'humains, à être reconnus par nos pairs. Et je pense qu'il y en a qui en ont plus besoin que d'autres. Et puis la reconnaissance sociale, donc du coup, c'est une forme aussi de reconnaissance, puisqu'il y a l'amitié, l'amour, et puis dans la société. Pour être quelqu'un dans la société aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un guerrier et de remporter une bataille. Avant, c'était le cas. Les nobles, pour être quelqu'un, il fallait qu'ils remportent une bataille ou qu'ils mènent... et donc, quand tu n'allais pas à la guerre, s'il y avait la guerre, tu n'étais pas reconnu, voire tu étais un lâche. Un déserteur. Aujourd'hui, nous, les batailles, pour être reconnu dans la société, c'est l'entrepreneuriat. En fait, il y a plusieurs manières de l'être, parce qu'on peut être un grand artiste, on peut être un photographe reconnu, mais l'entrepreneuriat, c'est une voie en fait un peu plus accessible et plus directe pour avoir la reconnaissance aussi, puisque c'est chiffré, alors que c'est pas forcément le cas dans l'art, dans la culture. Ok, je comprends, mais du coup, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le besoin d'attention est fort, mais pourquoi du coup il y a des gens qui ont un besoin de reconnaissance et d'attention plus fort que d'autres? C'est une bonne relance de la question pour que je te réponde sur la suite. C'est que je pense personnellement qu'on a un besoin d'amour des autres supérieur aux autres parce qu'il y a quelque chose à combler, un manque qui est peut-être supérieur et de différentes manières. Il y en a c'est parce qu'ils n'ont pas été aimés par leurs parents, ou il y en a c'est parce qu'ils ont été moins aimés que leurs frères, ou il y en a c'est parce que ils ont voulu prouver à leurs parents de quoi ils étaient capables. C'était peut-être ton cas, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose en lien, à mon avis, avec la famille, parce que la famille a beaucoup d'impact, à mon avis, sur les personnes. Mais après, moi, j'ai fait mon introspection et j'ai du mal aussi à l'expliquer, pour te dire la vérité. C'est très complexe. Mais effectivement, je pense qu'effectivement, il y a ce besoin d'amour, mais il y a aussi, souvent, c'est lié à des... je sais qu'on t'en a pas mal parlé, mais à des traumas. C'est-à-dire qu'en gros, il t'arrive un moment de vie qui te marque tellement. Ouais. Moi, je prends toujours l'exemple, tu dois peut-être l'avoir déjà entendu. C'est le pauvre, je le connais jamais, je le cite tout le temps. Il doit se dire, ce mec parle de moi tout le temps. C'est le patron de Fitness Park qui a le plus grand réseau de salles de sport. Et en fait, je le cite toujours parce qu'on m'a balancé l'info. Ça se trouve, elle est fausse et je la raconte partout, alors que pas du tout. Quoi ? En fait, il va à la salle de sport
Il est assez sec, il est un peu rachitique. Et en fait, quand il va dans la salle de sport, les gens se moquent de lui parce qu'en gros, il est un peu trop sec et en fait, il se fait un peu humilier. Et en fait, il le prend vraiment mal. Et en sortant de la salle de sport, un jour, il dit je vais faire 2 choses. 1, je vais faire du culturisme. Et 2, je vais monter la plus grosse salle d'Europe, enfin de France, grosse salle de sport. Et le mec a fait du culturisme, il a gagné des prix et tout. Ah ouais? Ouais, plus il a lancé Fitness Park. Et en fait, cette histoire me marque parce que globalement, quand tu creuses ça bien, explique peut-être un petit il y a peu toujours mieux, un truc. Je pense qu'il y a toujours un truc. Ouais. Un fait et effectivement qui est lié Après, toi c'est un besoin d'amour finalement. Je pense que tu vois, t'as pas eu l'amour de tes pères. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin non, en ce qui me concerne, ça a été, mais c'est vrai qu'à mon avis, il y a quand même plusieurs éléments. Ça peut peut-être pas s'expliquer uniquement par un événement. C'est plusieurs choses qui s'alignent, tu vois, dans la vie, l'alignement des planètes. Et d'ailleurs, quand j'essaie d'expliquer, pour moi, ça a été un alignement de planète de plusieurs choses. Puis après, quand tu ouvres une porte et que cette porte-là, tu t'y sens bien, bah, tu ouvres une deuxième porte. Puis après, l'entrepreneuriat, c'est la troisième, peut-être. Je ne sais pas. C'est une sorte d'alignement pour chacun. Il y en a, c'est un besoin parce que sinon, ils s'en sortent pas dans la vie. Il y en a, c'est parce qu'il faut qu'ils soient reconnus par leur père. Il y en a, c'est parce qu'ils sont super forts. Ils se rendent compte par un hasard qu'ils savent faire un truc où c'est leur passion dans un domaine. Peut-être qu'il y a quand même plein de raisons, c'est aussi pour ça qu'on a du mal à l'expliquer finalement. Et pourquoi est-ce que Elon Musk il est meilleur que William Boichet, bon voilà, je pense qu'il y a l'esprit de compétition complexe. Aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que les entrepreneurs sont des compétiteurs, tu vois, les 2 sports. C'est les Jeux Olympiques. Franchement, moi j'associe ça je dis toujours un entrepreneur et un sportif de haut niveau. D'accord, mais à 100%. C'est comme Rafael Nadal qui a gagné la finale de Roland Garros, la veille, il fait pas une soirée avec ses potes jusqu'à 6h, tu vois. Bien sûr. Il a un gros entraînement. À part Bob Miller, le skieur américain, c'est le seul qui arrivait à gagner les championnats du monde dans la fiesta toute la night avant, mais non, c'est les footballeurs aussi font un peu la fête, mais globalement c'est ouais, c'est vrai, mais globalement, il faut être quand même hyper focus. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu pour ça, je pense que moi, j'ai pas voulu après la session de mon entreprise arrêter le business parce que j'estime que je suis bien entraîné et si je commence à réduire mon rythme de travail, je pense que je serai moins bon. Et j'ai constaté dans mon flow une amélioration très nette de ma capacité de travail entre il y a 10 ans et aujourd'hui. C'est vraiment très différent. Je pense que j'ai des meilleurs arbitrages, je vais plus straight to the point, tu vois. Est-ce que tu bossais beaucoup chez Contact Clémentine et est-ce qu'aujourd'hui tu bosses autant? Parce que justement, on te le dit tout le temps. Tiens, tous les gens qui nous écoutent, qui connaissent William et qui viennent sur le podcast, vous aurez la réponse plutôt que de lui demander. Ah ouais, alors non, mais parce que je sais que tu tous bossais mes beaucoup copains pensent que j'ai arrêté de travailler. Donc déjà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Genre quoi? Non, mais genre ils se disent que tu bosses plus là. Bah, je pense que quand ils me voient là sur le podcast Little Big Things, ils doivent penser que je ne fais rien de mes journées, que je fais que des podcasts. Ah ouais. C'est drôle ça. Bah, j'étais sur BFM hier soir, donc forcément ils se posent un peu des questions sur comment. Après c'est bosser. Faire un podcast, aller sur BFM, c'est bosser dans le sens où c'est travailler du réseau, du networking, qui te crée des opportunités. C'est une forme de travail. Bien sûr. Bon, après, non, alors pour répondre directement, moi je bosse peut-être différemment, mais en tout cas autant je pense qu'avant. Parce que la différence, c'est qu'avant, j'avais 300 personnes à piloter avec une dizaine de managers, top managers avec qui je parlais tous les jours. Ces 10 personnes-là, c'était mon état-major, les directeurs de chaque service et un peu la tech. Aujourd'hui, je parle plus qu'avec 3-4 personnes parce que mon équipe elle a été réduite, donc j'ai moins de top managers dans mes nouvelles entreprises. Mais ça ne m'empêche pas de produire plus. Avant, je produisais peut-être moins. Donc finalement, il y a des ratios qui ont bougé. Mais tu vois, je bosse pas autant parce que j'avais une forme de abnégation à certains moments dans Clémentine, que là, je n'ai pas actuellement. Mais c'est vrai que j'ai connu des creux. Et dans les tempêtes, en fait, j'ai vraiment bossé plus de 100 heures par semaine. Et quand tu fais ça, t'es dans l'abnégation, tu vois plus personne, t'es obsédé par le business, parfois tu deviens irascible et j'ai essayé d'être hyper focus, ce qui est aujourd'hui un peu le cas, mais sans cette abnégation, j'arrive à avoir une vie sociable. Après, je pense qu'il y a des manières de travailler parce que souvent les gens pensent que le travail, ça se compte en temps. Moi, je pense que ça se compte en résultat. Ouais, et tu l'as dit, exactement. Moi, pareil que toi, au bout de 10 ans aujourd'hui, je suis genre peut-être pas 2 fois plus productif, mais peut-être 5 fois, 6 fois plus productif qu'il y a 10 ans. Mais 100%. Et donc, du coup, en 1 heure, tu peux faire potentiellement une grosse journée de quelqu'un. Vraiment d'accord avec toi. Et j'ai lu un article, je sais plus dans quel magazine, qui disait que quand tu prends ta retraite, tu vois, les personnes à 65 ans, quand elles prennent leur retraite, le QI baisse, en fait, au bout de 6 mois. Et même quand tu pars en vacances, je crois, plus de 2 mois, ton QI baisse, c'est prouvé scientifiquement. Alors le QI, c'est pas la seule chose qui fait réussir dans le business, je sais, mais c'est un indicateur pour te dire qu'en fait ton cerveau il travaille moins et ton réseau de neurones diminue, donc forcément il y a des réflexes qui peuvent partir. Et moi j'ai une peur viscérale que tout mon entraînement, qui est, j'estime, mon capital principal avant mon argent aujourd'hui, c'est mon expérience. Et j'ai pas envie de le perdre, tu vois. Je suis entraîné
pour faire les Jeux Olympiques dans ma discipline. Donc je suis peut-être que en 3e division, je ne sais pas, parce que c'est une petite entreprise quand même que j'ai créée, mais j'ai envie d'essayer de viser plus haut, et pour viser plus haut, il va falloir que je reste entraîné au moins à ce niveau-là pour passer à la division du dessus. Je te cite, tu disais je vais au bureau en courant et je reviens en marchant, ça c'est drôle. C'est courais exactement vraiment ce que je dis littéralement. tout le temps. Alors, oui, vraiment. Déjà, je l'ai fait. Vraiment. Oui, vraiment. Le Physiquement. mec courait, faisait Clairement. son petit jogging. Mais aussi, c'était parfois en voiture, parce que quand j'étais donc à Nancy, j'allais en voiture au bureau, et c'est juste que j'allais vite au bureau avec la voiture, et je revenais lentement. Et je me suis fait la remarque plusieurs fois, en me rendant compte que je rentrais tranquillement, alors que j'allais très vite au bureau. Je doublais les gens, j'essayais d'aller plus vite, alors qu'en rentrant, je doublais personne. C'était quoi tes horaires juste comme ça ça m'intéresse de En se rendre gros, compte pour développer une boîte comme ça. D'ailleurs, les gens se rendent pas compte, ça fait 10 ans, les gens ils te voient aujourd'hui en mode t'as fait ton exil, mais derrière il y a 10 ans c'est vrai. de charbon. C'est vrai. C'était quoi tes horaires, genre est-ce que tu bossais aussi le week-end? Pour ce qui est des horaires, je pense que... alors, je suis pas très matinal. Donc, il se trouve que je dois m'arracher de mon lit le matin. C'est très dur de sortir du lit. Mais quand je suis sorti du lit, entre le moment où je suis sorti du lit et le moment où je suis au bureau, il y a très peu de temps. Donc, j'essaye de foncer au bureau. C'est pour ça d'ailleurs que je cours aussi au bureau le matin pour pas être trop en retard, et j'aime bien être très tôt. Donc, franchement, je suis entre 8h20 et 8h30 au bureau. Putain, tu dis que t'es pas matinal. Ouais, mais je suis levé. Moi, je suis pas matinal, 8h20, c'est très tôt pour Oui, moi. mais je suis au lit jusqu'à presque 8h parfois. Donc, c'est, tu vois, ensuite, je Mais bombarde c'est tôt au de bureau. commencer 8h20. Ouais, Ah. parce que je me suis rendu compte que comme Moi, je les te trouve- équipes Moi, je arrivent... suis matinal à 8h20. Ouais, il y a eu des rythmes aussi où je suis arrivé plus tard à 9h, hein, mais en gros, c'était vraiment mon objectif d'être avant 8h30 au bureau, parce que la plupart de mes collaborateurs arrivaient à 9h30, 10h. Et pour moi, c'était hyper précieux le temps avant qu'ils arrivent, parce que souvent, je pouvais relire des comptes rendus qu'ils m'envoyaient, par exemple, la veille, que j'avais pas eu le temps de lire. Et donc, pour pouvoir leur répondre pour leur journée, parfois, c'était pour débloquer des choses. Pour moi, c'était vraiment une force que d'avoir déjà toutes les informations avant de commencer la journée. Parce que quand tu arrives, en tout cas dans mon cas, à 9h au bureau, tu es directement pris dans le rush. Il se trouve que si tu prends un café, il te met complètement dans le rush, et je peux plus avoir les informations. Ok. Et j'ai mes réunions qui commencent, je suis pas au fait, donc tout est pagaille dans ma journée. Donc voilà, Jusqu'à en quelle heure gros, du coup le soir? Parce que là, en gros, on a compris 8h30, en gros, globalement. j'essaie d'être 8h30. vraiment précis dans ma réponse pour pas que mes collaborateurs qui bossaient avec moi me disent non, William, c'était pas ça. Parce qu'il y en a plein qui écoutent le podcast. Chez toi, Ouais. aussi, Non. Est-ce que tu faisais les 35 heures? Jamais j'ai fini avant 19h. Voilà, jamais en 10 ans. Et en Donc, gros, 11 heures à peu près, ça fait c'était 11 heures plutôt, par jour. c'était plutôt 20h. 5. C'était plutôt 20h. Voilà. Et la pause déjeuner, généralement, c'était une Ça fait demi-heure. 60 heures par semaine, presque le double des 35. Ça, c'était la moyenne. En La gros. moyenne. Voilà. Et le rythme. week-end un peu aussi? À tout le temps. Ok. Vous avez des bureaux de 4500 mètres carrés, c'est vrai ça? 4800. Mais c'est pas possible. Ouais, ça. c'est vrai. C'est ça les avantages d'être à Nancy. Et Parce ouais, que et à ouais. Paris, 4800. Ouais, alors dans à le cœur de Nancy, on Paris, c'est pas disait que c'était un possible. mini Google. Ça me faisait super plaisir parce que je suis allé sur le campus de Google à Palo Alto, et en Californie, et c'était vraiment hyper impressionnant. C'est énorme. Les gens seraient. Ouais, c'était pas mal d'avoir des grands bureaux comme ça. 4500, mais c'est La première fois que je suis rentré dans ce bureau que j'ai visité, je me suis dit c'était pas pour nous, c'était trop grand. pas des bureaux, c'est un building. Le Ouais, mais 4500. c'est un building énorme. Énorme. Et tout vitré, enfin c'est super sympa quand tu te dis que tu arrives dans ton Mais attends, bureau. Et sur 300 collaborateurs, il y avait combien de mètres carrés par collaborateur? C'est. Enfin. Alors à la fin de mon aventure, parce qu'elle a continué pour eux, on a loué une partie des bureaux, parce que c'était quand même trop grand. On n'avait pas réussi à occuper tout, et même si on était en croissance, il y avait trop de bureaux vides encore. Donc on avait loué un bon tiers de l'immeuble. T'imagines, attends, si on fait le ratio, tu avais 300 collaborateurs, 4500 mètres carrés, ça fait potentiellement 15. Ouais, c'est ça, ça doit faire 15 mètres carrés par collaborateur. C'est énorme, 15 mètres carrés, c'est genre une salle, tu vois. Ouais, mais avec les parties communes, tu vois, on a une Ouais. très grande cantine, on avait un espace de jeu, on avait des crèches, il y avait, Et ça, tu vois, il y à avait une Paris- micro-crèche. À dans- Paris, tu peux pas faire ça. C'est quoi, tiens, C'est c'est quoi plus les dur. avantages de développer sa boîte en province plutôt qu'à Paris? Ça peut être un avantage, mais est-ce que par exemple, il y a des subventions régionales? Enfin, il y a des. Ouais, non, malheureusement, si, il y en a peut-être, mais j'en ai pas eu en tout cas. Et malheureusement, je dis bien parce que c'est dommage, il devrait y en avoir, je pense. T'as recruté tous les développeurs de Nancy? Comment ça s'est passé? Ouais, j'en ai recruté quand même pas mal. J'en ai recruté beaucoup en remote parce qu'à Nancy, c'était pas facile de trouver des bons développeurs. Mais j'avais mon CTO qui était à Nancy et qui était même associé dans l'aventure. Au fait.
Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, on a pris des grands bureaux. Donc moi, j'avais un grand bureau, tu vois, comme ton salon là. Et puis après, Putain, mon salon est très grand. T'avais ouais, vraiment ouais. un bureau comme ça. Ouais. Putain. Et du coup, Putain, gros comme bureau. le bureau était grand, j'avais toutes mes réunions qui étaient dans mon bureau. Donc je bougeais plus de mon bureau. Moi, j'avais un grand bureau là et une grande table de réunion là-bas. Et tous mes collaborateurs défilaient. Donc réunion après réunion, j'avais 5-10 personnes à chaque fois qui venaient dans le bureau avec le manager ou le directeur du service avec ses managers. Et Ça doit changer ça quand même, de bosser comme ça tous les jours et de vendre sa boîte et de se retrouver chez soi. C'est vraiment violent. C'est violent quand même. Ouais. Faut réaliser quand même. Et tous en les plus, jours dans le même bureau. Et en plus, moi, je le faisais avec passion. C'était quelque chose qui m'animait sincèrement. Et je pense que c'était ressenti par mes équipes. C'est aussi pour ça qu'elles étaient très motivées. J'avais quand même pas mal d'équipes très motivées. Au moment de la session, tu sais, on avait 0 prud'homme sur 300 personnes. Quand on a eu l'audit, ils nous croyaient pas. Donc, ils demandaient où étaient les dossiers. Ce qui était assez étonnant. Et on n'avait pas trop de turnover non plus. J'avais des collaborateurs... plus de 30 qui étaient là depuis le début, qui avaient plus de 8 ans d'ancienneté. Enfin, franchement, c'était une très belle aventure humainement pour moi. Forcément, il y a eu des ratés. Je dis pas, il y a sans doute des personnes qui ont pas trouvé leur compte chez Clémentine dans cette aventure, mais on a eu quand même des super souvenirs. On a construit des belles choses. Et pour revenir sur ce bâtiment-là, donc on avait mis en place des petits vélos à disposition de tout le monde pour aller manger à midi, tu vois. On avait un très grand parking, il y avait 130 places de parking, on avait un ascenseur, enfin tu vois, c'était des petits trucs qui, je me disais, tout le bâtiment, on a un ascenseur dans nos bureaux à nous, et c'était étonnant, parce qu'en général c'est une copropriété quand t'as un ascenseur. Et c'est on quoi n'avait pas de piscine. Il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas de salle de sport peut-être On avait pensé à faire une piscine à la boule avec un toboggan à un moment donné, donc tu vois, on partait dans des délires. Une salle de sport, vous auriez pu avec des douches et tout ça. Si, on avait une salle de sport avec cours de yoga, mais je l'ai supprimé ensuite. On avait installé des douches ici, hommes, femmes, mais c'était un bazar pas possible, donc on l'avait arrêté, on a entrepris, on l'a arrêté. C'est quoi les contraintes du coup? Parce que quand t'es pas dans Paris, on sait que les fonds d'investissement sont à Paris, les grosses boîtes sont à Paris. Est-ce que par exemple d'un point de vue commercial, en même temps ou alors vous étiez en ligne et pas du tout? Tu sais, j'ai des fonds d'investissement pour raconter des histoires. Nous, on était dans notre petite ville à Nancy et on était très contents d'y être, mais puis on avait notre beau bâtiment, on était une belle boîte pour Nancy, tout le monde nous connaissait, donc pour recruter c'était plus facile. Mais j'ai des fonds d'investissement qui m'écrivaient sur LinkedIn et souvent je répondais pas. Et une fois, je me souviens, j'ai répondu à un fonds que j'ai cité tout à l'heure d'ailleurs, et je leur ai dit ok, si vous voulez nous rencontrer, il faut venir à Nancy, venez demain. Et dans mon esprit, c'était impossible qu'ils viennent parce que je me suis dit, ils vont pas venir. Ils étaient à Londres. Je me suis dit, ils vont pas venir à Nancy demain, me voir à Nancy. Parce que quand même, faut se rendre compte que Nancy, c'est à 400 km de Paris. Et pour les Parisiens, que je connais bien maintenant, aller en province, c'est vraiment sortir d'un pays, quoi. Ils sortent de Paris. C'est combien d'heures de train Paris-Nancy? Et nous, on a la chance d'avoir le TGV, c'est 1h30. Le lendemain, à 14h, ils étaient dans mon bureau à Nancy. Franchement, je me suis dit, ils sont vraiment motivés. Franchement, c'est une bonne marque pour savoir si les fonds sont motivés. Ouais. Ceux qui viennent ou pas, déjà. J'étais content de les voir. Bon, on n'a pas fait avec eux, mais ça m'a un peu éveillé sur le fait que ma boîte, elle pouvait vraiment attirer. C'était pas que du bluff. Tu sais, les mecs qui t'écrivent sur LinkedIn et puis derrière, il se passera rien. Et d'un point de vue commercial, etc., ça change rien. Une fois que tu es en ligne, globalement, tu peux opérer de n'importe où. Ouais, nous, on était sur Internet, c'était ça qui était génial. Tu vois, la première boîte que j'ai créée dans le groupe Clémentine, je l'ai créée avec mon père. Et mon père, il était prof de compta, après il est devenu comptable, après il est devenu expert comptable. Et au début, dans son esprit, c'était impossible d'avoir des clients par milliers. Parce qu'il raisonnait que localement, en fait, là où il était basé, à Nancy. Oui. Sauf que quand on a fait ensemble Clémentine, c'était national tout de suite. Day one, tu touches des prospects dans toute la France. Et c'est génial parce que, nous, on n'avait pas osé penser avec la réglementation à l'Europe. Mais demain, si je fais un business qui peut faire toute l'Europe ou le monde, la galaxie, on va avoir des centaines, des millions de clients. Là où tu as été visionnaire, je trouve, c'est qu'il y a 10 ans, les outils comptables, c'était par exemple Sage. Tu as QuickBooks aux États-Unis, qui est le gros leader. Je crois qu'ils ont 80% du marché, c'est huge. Ouais. En fait, c'était ce qu'on appelle des. Comment dire? C'était pas des outils en ligne sur du cloud, c'était des logiciels. Non, mais là où tu as été visionnaire, c'est En fait, tu as déjà imaginé la compta en ligne sur le cloud. D'accord. Plutôt que. En fait, même les Sage étaient encore en se disant. En fait, tu téléchargeais un logiciel et tu opérais localement, quoi. C'est-à-dire que, en gros, non, mais quand tu travailles avec ton expert comptable, les deux devaient avoir le logiciel et c'était pas en instantané, quoi. Exactement. Fallait s'envoyer des choses. C'était artisanal, quoi. C'est très intéressant. C'est là où t'as été visionnaire parce qu'en France, t'es le premier qui a inventé la comptabilité. On va dire on peut appeler ça du cloud ou pas? Alors voilà, je vais te parler de ça parce que c'est super, c'est la clé en fait de la réussite de Clémentine. Après l'abnégation, les relations de confiance qu'on a créées et tout, il y a vraiment un sujet technique et que tu viens d'aborder. Quand j'ai créé Clémentine, alors il y avait quelques petites solutions qui essayaient déjà de faire des sites internet en ligne de comptabilité, mais il n'y avait rien qui avait pris parce qu'il n'y avait pas de logiciel de comptabilité en ligne, il n'y en avait pas.
Donc tu avais 3 solutions. Soit tu prenais Cegid ou Sage, un très gros logiciel que tu installais sur ton serveur, mais il fallait avoir un serveur, ou sur ta tour, ou alors tu allais chez Carrefour, et tu m'as dit qu'on pouvait citer les marques de la grande surface, et Il y t'achetais avait dans SAP le aussi, rayon. le gros dans la compta. T'as dit Cegid. SAP, c'était pour les grands comptes, ça. Ouais, alors voilà, en plus tu pouvais même pas acheter ça, SAP c'était trop cher pour une petite entreprise. Et t'allais donc dans les grandes surfaces, et t'allais dans le rayon livres et CD album, parce qu'à l'époque c'était encore les CD pour écouter la musique, et là tu pouvais acheter un petit logiciel que t'installais comme EBP par exemple sur ton ordinateur. Je sais pas si tu te souviens de ça. Je me rappelle très bien, c'était un CD en fait. Ouais, c'était un CD. Ouais, t'achètes le CD Sage. Tu le mettais dans ton ordinateur. D'ailleurs, mais tu sais que les jeunes aujourd'hui ils savent même pas qu'on je appuie sais. sur une touche pour faire sortir un disque et mettre le disque mais pour même faire rentrer dans ta Microsoft, tour. mais même Excel et tout, c'était des CD à la base. Hein. Ouais, les bien sûr. Outlook, Bien sûr. C'est dans des petites pochettes en plastique. Et Incroyable, t'avais le code, je me rappelle sur la nous on pochette l'a en plastique. connu alors que j'ai l'impression qu'on est jeunes. Et rappelle-toi, t'avais la clé, la clé. En fait, sur la pochette, t'avais le CD, je sais pas si tu te rappelles, t'avais la clé. Au moment de mettre le CD, tu devais rentrer la clé qui était sur la pochette. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait pour gratter valider. même. Ouais, si, je me souviens. Valider, ouais. Exactement, logiciels. comme les jeux à T'avais gratter. associé à une clé finalement, t'as acheté la clé. Et alors, à ce moment-là, personne n'avait entrepris. Alors, déjà, il y avait ces mastodons qui étaient bien installés. Et personne n'avait entrepris de développer un logiciel 100% dans le cloud pour 2 raisons. Parce que déjà, il n'y avait pas AWS qui n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et les solutions d'hébergement. Si, ça existait, mais qu'aux États-Unis. Et en France, en Europe, nos solutions. Qui sont toujours la même solution aujourd'hui d'ailleurs, souveraines, n'étaient pas des solutions assez puissantes pour faire émerger un logiciel de comptabilité avec des calculs à afficher sur une page. En fait, le chargement de tous ces calculs était trop long pour qu'un logiciel cloud fonctionne dans la comptabilité. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, à l'époque, 20 ans plus tôt, en 1994, quand des Google ou Amazon se sont lancés, je vais prendre plutôt l'exemple de Google, ils ont tué leur concurrent Yahoo, qui était largement en avance sur eux, pour une raison. Tu te souviens laquelle ? Ils ont épuré la page, il n'y avait que la barre de recherche, ils ont enlevé toutes les pubs, tout ce qui s'affichait parce que ça mettait du temps à s'afficher. Quand tu te connectais sur Yahoo, quand tu avais 10 ans, je ne sais pas si tu étais allé sur Internet à l'époque, et ben, il fallait attendre que la page elle charge. Soit parce que tu avais le de ton Wi-Fi qui chargeait avec la musique et tout. Ça ne rajeunit pas, un truc de dingue. Soit parce que la charge elle passait pas le Wanadu ou la page Yahoo. Et en fait, Google, ils ont tuer tous les moteurs de recherche parce qu'ils ont fait une page hyper simple où il y avait que la barre de recherche, c'était le seul truc. Et on a fait la même chose dans la compta en fait. On a épuré tous les calculs, on a mis vraiment que les calculs nécessaires à l'entrepreneur ou à l'expert comptable. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire notre logiciel. Et très vite, on est passé sur AWS quand en 2017, ils ont accéléré sur l'Europe et notamment sur la France. Et c'est pour ça qu'il y a des solutions qui ont commencé à se développer à partir de 2017. Mais comme j'avais déjà 5 ans d'antériorité, mon expérience et mes équipes étaient un petit peu constituées, j'avais déjà du chiffre d'affaires et donc ça m'a permis d'être un des meilleurs, il y en a quelques-uns qui ont réussi aussi à développer une solution de cloud computing pour la comptabilité en ligne. Attends, à la base, t'avais un logiciel comme Sage en fait? Non. Ou non, t'as toujours... Non, ok. ouais. Non, je voulais bien comprendre Non, ça. non, Donc, t'as y avait démarré pas. directement en ligne. Ouais, exactement. Et ça, pour le coup, en France, il n'y avait pas d'autres acteurs qui ont fait 100% en ligne? J'en ai en tête forcément parce qu'il y en a plein qui ont essayé des solutions, mais qui ont réussi à développer un logiciel de comptabilité en ligne en étant soit en levant des fonds, soit en étant rentable avant 2017, 2018, il n'y en a pas. Comment t'as fait sans lever des fonds du coup? Parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas Malte. Comment t'as trouvé tes développeurs? Comment tu t'es démerdé? Ouais, bah si tu veux, je te raconte, c'est intéressant pour ceux qui ont envie de faire la même chose. Dans la tech, on peut jamais y arriver sans lever de fonds. Ah, je sais pas qui t'a Pourtant- dit ça, mais pourtant, alors c'est il y a moi je 10 suis ans. pas d'accord. Pourtant, c'est il y a 10 ans. Et en plus, il y a 10 ans, il n'y avait pas Claude. Ouais, il y alors avait pas déjà- Lovable. Donc, aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils peuvent pas réussir sans lever de fonds alors qu'il y a Claude et Lovable, Moi, là, c'est plus possible. Ils j'ai peuvent plus dire ça. vendu ma voiture pour mettre. Bon, c'est pas une voiture qui valait beaucoup d'argent, mais environ 15 000 euros pour lancer l'entreprise. Il se trouve que j'ai fait des très mauvais choix avec les 15 000 euros et très vite je me suis retrouvé à zéro. Donc ensuite, j'ai demandé à mon père de vendre la sienne de voiture. Véridique. C'est quoi les mauvais choix? T'as pris des mauvais développeurs? Enfin, Non, mais j'ai pris des mauvais développeurs. En fait, c'était pas des développeurs. Au début, j'ai externalisé. J'ai pris une agence qui m'a développé le site internet et l'app, mais qui me demandait des montants qui aujourd'hui, on pourrait pas y croire. Parce que moi, hier soir, je développe tout un tunnel d'inscription, tu vois, en 1 heure, et ça me coûte peut-être 3 euros. Ah, mais là, aujourd'hui, il n'y a plus. Ouais, on est avec passé les une outils, autre quoi. Ouais. dimension, dans une autre dimension. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pas comparable. Mais à l'époque, je me souviens, j'étais allé à un mariage d'un copain qui roulait un peu des mécaniques parce qu'il avait lancé une app mobile, tu vois. Et une app mobile, pour moi, c'est vrai que c'était comme aujourd'hui si je lançais peut-être, je sais pas, un LLM dans l'IA, tu vois, c'est genre impossible. Et je me disais, waouh, il a fait une app mobile. Et il y en avait très peu qui arrivaient à faire ça. Et ça coûtait cher, en plus. 50 000 euros, tu vois, de faire ça.
Et bon, il avait mis beaucoup d'argent, je me souviens, il avait des parents qui l'avaient aidé. Et moi, je m'étais dit, bon, bah, si j'arrive à faire mon site internet pour déjà 5 000 €, je serais content. Puis après, si je peux lancer peut-être une app pour 10 000, mais bon, ça s'est mal passé. Donc j'ai pas un vu logiciel comme le tien, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, voilà, donc j'ai pas réussi à faire grand chose. Un logiciel comptable, c'est genre des centaines de milliers d'euros. Ouais, mais toi, parce que tu vois la version finale, mais les versions de départ, elles étaient très simplifiées. C'était pas du tout ce que tu as en tête. Hein. Les versions de départ, c'était ta chiffre. Alors voilà, je te le dis, c'est pour ceux qui ont jamais connu, c'était super simple. Donc c'était une page de connexion. Déjà, la page de connexion, elle a créé. Il fallait cette page-là. Déjà, à l'époque, c'était genre 5 000 et de déconnexion. Ça, c'était un module, en fait, déjà. Ensuite, quand tu arrivais sur la page, nous, on disait « Bonjour, Andrea. Comment ça va ?» Et puis, tu pouvais pas répondre. Et voilà, ça, c'était la page d'accueil. Tu stockais les factures, j'imagine. Tu pouvais facturer. En dessous, il y avait ton chiffre d'affaires qu'on t'affichait, ce qui était spectaculaire, parce que c'était un calcul, exactement. Et tu avais deux onglets dans le menu. Tu avais deux boutons que j'avais mis aussi sur la page d'accueil. Et il y avait un bouton. Ah non, excuse-moi, il n'y avait pas d'onglet. Il y avait que les deux boutons sur la page d'accueil, donc il n'y avait qu'une page. Et il y avait un bouton pour télécharger des factures. Donc tu stockais toutes tes factures. Ouais. Et il y avait un bouton pour connecter ton compte bancaire. Et on a été connecter le compte bancaire. On a été précurseurs. Il y a 10 ans, c'était à l'ancienne, ça. Non mais c'est vrai. Mais attends, il n'y avait même pas d'API chez les banques à cette époque-là. Mais c'était hyper précurseur. Il n'y avait pas d'API. On était en scrapping. Putain, c'est fou. Ça, c'est une grosse exclue, ça. Mais c'était en scrapping, il n'y avait pas d'API. Je crois que j'ai jamais dit d'ailleurs au micro. Tu sais, c'est une anecdote de dingue que je peux te raconter. Je sais même pas si c'est le droit légalement de scraper des. Non, c'était pas légal. Et effectivement, je vais te raconter une anecdote, mais de dingue. Et alors, en plus, attends, tu devais avoir un scrapper différent par banque, parce que c'est pas les mêmes interfaces. Ouais, t'as tout compris. Oh, la folie. Ouais, là, c'était la folie. Et alors, je me souviens que mon développeur, il s'appelle Jérôme, si tu m'écoutes, salut Jérôme. En fait, je lui avais dit, il faut scraper les comptes des banques et tout. Pour lui, c'était un truc dingue. Mais forcément, parce que je lui disais, il faut que tu récupères. En fait, excuse-moi, j'explique mal. Le client qui choisissait de nous faire confiance, on lui disait, voilà le deal, c'est que d'habitude, tu photocopies tes relevés bancaires que tu envoies à ton expert comptable. Mais là, tu vas pas faire ça. Tu vas nous donner tes identifiants bancaires. S'il fallait le convaincre en 2015, tu vois. C'est fou, ça. Les mecs, ils étaient pas prêts. Là, je te dis, donne-moi ton identifiant bancaire. Déjà, tu le fais pas. Mais à ton expert comptable, tu avais un doute à l'époque. Aujourd'hui, les gens le font plus facilement. Il y a 10 ans, impossible. Donc, on en a convaincu. Et si tu me donnes ton identifiant bancaire, nous, en nous connectant à ton identifiant, on va scraper mais la métadonnée, pas les PDF, ce qui nous permet en fait de faire ta comptabilité. Donc nous on a fait ça. Et puis je me souviens que les revenus au fond du couloir, on était dans un petit bureau, c'était pas le bureau de 4800 m², on avait 100 m² au début. Et il est venu, je me souviens du couloir, il m'a dit j'ai trouvé la solution. Je lui ai dit mais c'est quoi ? Il m'a dit il y a un mec en France qui fait ça. Ok, on le contacte, mais attends, je te raconte une exclue de dingue. Et le mec, il a fait un exit d'ailleurs, c'est super intéressant. Je pourrais te raconter, mais il y en a pour 5 minutes. C'est du coup un start-upper qui était dans son coin, il était à Paris, donc on prend le TGV. Je vais le voir. Donc là, je vais pas avec Jérôme, je vais avec Maximilien. Je vais le voir dans son bureau, il était dans une cave au -1, je me souviens. Il avait 3 associés. Et on arrive dans le bureau, les mecs étaient surpris qu'on vienne les voir. Et puis on leur dit, mais alors comment vous faites ? Et ils disent, bah nous on scrape tous les comptes bancaires et puis on vous donne une API. Donc eux ils avaient fait une API. Eux ils ont créé l'API. Eux ils ont créé une API pour qu'on se connecte à leur API, qu'on n'ait rien à scraper et qu'eux ils scrapaient tout. Oui. Cette entreprise, je sais pas si tu la connais, elle s'appelle Budget Insight. Ah non, je la connais pas. Alors ça a été, quand ils ont fait ça, à la fois Bercy s'est affolé, toutes les banques leur sont tombées dessus. Ils ont eu des procès. Mais ça a été c'était un petit génie, le mec s'appelle Romain, et Romain Bignon. Et ce mec-là, il avait vraiment scrappé le truc. Et comment ça lui est venu ? Parce qu'au tout début, quand on est arrivé dans le bureau, c'était donc l'anecdote que je voulais te raconter. Je lui ai dit, bah voilà, comment tu fais et tout. Et puis alors, il avait pas le profil de l'emploi. Et il me dit, bah tu sais, moi j'étais célibataire et je voulais avoir une copine. Je dis, ah ouais, mais quel rapport avec la banque ? Et il me dit, bah, tu sais, les applications de rencontres, Tinder, tout ça, moi, j'avais jamais de match, personne ne voulait jamais me voir. Donc, j'ai commencé à hacker Tinder et j'ai réussi à scraper leur base de données des nanas. Et toutes les nanas, à chaque fois que j'arrivais à montrer mon profil, je les faisais matcher. Et en fait, au lieu d'avoir 100 matchs, parce qu'après j'étais bloqué, j'en faisais 10 000. Et j'avais fait un petit prompt. À l'époque, on parlait pas de prompt, mais c'était l'équivalent. Et je faisais prendre des rendez-vous et donc tous les soirs j'avais 5 rendez-vous, 5 dates et tout. Et maintenant je suis en couple. Et il me disait ça. Mais je te promets, c'est une histoire de dingue. Et il a rencontré son associé qui était à l'ESSEC.
Clément, et qui était dans la pièce au moins un ce jour-là, et qui me dit bah ouais, c'est moi qui lui dis, mais tu sais, on peut en faire un business, et au lieu d'éter des filles avec le scrapping de Tinder, en fait tu peux scraper les banques, et peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés d'avoir la data. Et il se trouve que moi j'étais dans la pièce pour avoir la data des banques. On a fait le premier partenariat, et ce jour-là, très 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 incroyable, ils m'ont dit écoute, ils étaient super fiers de moi j'étais déjà grand par rapport à eux, ils faisaient 0 de chiffre d'affaires, et moi je devais faire 1 million, tu vois, à l'époque. Ça faisait 3 ans que ma boîte elle existait, et ils me disent ouais, si tu veux, on te vend des parts de la boîte, voilà, pour il m'avait proposé 50 000 je crois, et ça m'avait semblé une grosse somme. Et il m'a dit voilà, on te donne 20% de la boîte pour 50 000 €. Et je leur avais dit bah non, moi c'était un peu risqué, je me disais. Ouais. Et la boîte a été vendue 30 millions d'euros, genre 5 ans après. Ah, c'est fou cette histoire. Ouais, c'est fou. Putain. Mais après, on a bossé avec eux. C'est le meilleur investissement de ta vie sur ce truc-là. Ouais, bon, j'ai rien mis, j'ai pas pris. Alors 50 000 pour toi aujourd'hui, c'est plus grand-chose. Bah ouais, bon, 10 ans plus tard, tu vois. Mais bon, c'est toujours comme ça. Alors juste pour les gens qui nous écoutent, aujourd'hui, les banques ont des API sur lesquelles tu peux te brancher directement. Aujourd'hui, il y a des IA où même si tu récupères les PDF, les IA lisent les PDF. Enfin, ouais. On est dans un autre monde, quoi. Bien sûr. Et donc toi, tu bricolais, quoi. Alors on a bricolé comme ça. Par contre, tu faisais du coup que les comptes de résultats, mais pas les bilans avec Contact Clémentine au début. Si, on allait jusqu'au bilan, on le certifiait par des experts comptables en plus. Donc c'était comme un cabinet comptable. Ok. À la toute fin, mais pas au début. On avait plugué plusieurs services et à la toute fin, on faisait tout de A à Z. Voilà. Ok. Y compris les marques blanches pour les banques. Et c'est aussi pour ça que Clémentine et Comptalib, parce qu'il y avait Comptalib, c'était le produit marque blanche, a explosé. On a eu des dizaines de milliers de clients grâce à la marque blanche, parce qu'on proposait le moteur. Et les banques, elles mettaient leur carrosserie, donc la marque, Crédit du Nord, Société Générale, Bred, sur notre moteur pour vendre le produit Clémentine, en fait. Ah, je savais pas ça. En fait, tu avais des distributeurs qui vendaient ton... Ça a été une explosion. Et alors, c'était quoi le plus gros de ton business Entre le Covid et 2024, on a eu une explosion de business. On a fait presque fois 5. Non, mais entre le direct et le fait d'être en marque blanche avec des distributeurs, parce que je savais pas que tu avais aussi cette partie-là. Ta marge, elle est 3 fois plus grosse. Ton chiffre d'affaires est un petit peu inférieur, mais du coup... Oui, c'est que de la marge après, ça. Plus que de la marge, ouais. Et du coup, sur ton EBITDA global, ça représentait combien pour qu'on se rende compte? C'était une petite partie dans le business ou non? C'était une grosse partie, c'était un peu plus de la moitié. Ouais, c'était gros. Énorme. Hein. Ouais, c'était gros. Hein. C'était un super move, ça. Ça surprend souvent, mais c'est vrai, parce que c'était inconnu, vu qu'on communiquait pas dessus. Mais c'était quand même énorme, ouais. Et d'ailleurs, depuis, j'ai découvert que beaucoup d'entrepreneurs arrivent à développer leur business avec les marques blanches. C'est vraiment une clé. Ça s'est fait par hasard aussi, ça. Hein. C'était en plein Covid, on a lancé les marques blanches et ça a bien marché. On a 2 valeurs communes. Je t'ai entendu en parler dans des podcasts et je me suis pas mal reconnu. C'est pas mal parce que j'en ai que 3. Enfin, dans le business, j'en ai toujours mis que 3 en avant. Bah alors, tu vas me dire. La première, c'est les choses les plus solides se construisent dans la durée. Ouais. Et 2, tout est une question de confiance et il faut savoir bien s'entourer. Je me reconnais beaucoup dans les deux, surtout dans la deuxième. Plus je grandis, tu vois, quand tu démarres dans la vie au début, tu as l'impression que tu peux être un peu ami avec tout le monde et qu'il n'y a pas de risque. Et plus tu grandis, plus tu te rends compte que bien s'entourer, c'est vraiment la clé, que ce soit dans le business ou dans le perso. T'as raison. Peut-être, allez, on commence par la première. Les choses les plus solides se construisent dans la durée. Ouais. Est-ce que tu crois toujours dans ça? 100%. Je pense qu'il n'y a pas d'autre voie pour se garantir le succès dans n'importe quel projet, personnel ou professionnel, que de penser à long terme. Donc moi, ça a été prouvé par mon histoire que je vous raconte aujourd'hui. Je pense que c'est la même chose dans la vie perso. Les amitiés se construisent dans la durée. Et les investissements aussi, hein. Tu sais, moi on me répète tous les matins avec les banquiers privés avec qui je discute encore qu'il faut laisser son argent longtemps, que dans tous les cas même si ça baisse ça remontera, et que le S&P 500 sur 50 ans il a fait x100. Donc le long terme ça paye toujours, et c'est vrai, et tu vois, quand tu réussis à court terme, bah, c'est vrai que la chance souvent elle impacte un petit peu, et même les aventures comme par exemple Facebook ou Amazon, c'est des aventures sur 20 ans, c'est pas des aventures sur 3 ans. Hein, et quand tu regardes les derniers succès comme Claude Anthropique, bah, c'est pas non plus en 3 ans, ça fait 10 ans qu'il travaille sur l'IA avant qu'on en parle. Même s'il y en a un qui arrive, on peut pas le prendre en référence, tu vois. Non, c'est ça. C'est un hors stat, on va dire. Non, puis même, c'est des grands chercheurs qui travaillent sur l'IA depuis très longtemps. Tu sais, tu crois, enfin, quand je dis c'est on croit que ça vient d'éclore hier. On croit que William, il a gagné de l'argent par hasard. Non, tu crois pas à la réussite rapide, les levées de fonds, tu lèves, tu revends au bout de 3 ans. Si, j'ai envie naïvement d'y croire, et j'ai envie toujours d'être incrédule et d'y croire et de donner la chance à son produit, comme on dit, que c'est possible. Mais c'est pas la règle, et c'est pas ma religion, c'est pas la manière dont moi je veux faire de ma vie mon succès. Si ça participe à mon succès, à court terme, j'ai des petits succès ou des grands succès, à court terme, tant mieux. Mais je me donne l'espoir de réussir presque à 100%, si possible,
en misant sur le long terme. J'ai une autre question. Est-ce que tu penses que le travail est inhérent à la réussite dans le sens où est-ce qu'il faut être un charbonneur pour réussir ou pas forcément? Alors ça, c'est une très bonne question et je pense, oui. Moi, en fait, j'ai eu cette valeur travail très tôt. Mes parents étaient deux bosseurs et j'ai pas vu d'autres modèles. Donc pour moi, c'est associé au travail. Rester. Il y en a toujours un qui va réussir sans travailler, mais c'est chiant. On va pas le prendre en ref encore une fois. Et encore, t'en as en tête là? Sans travailler. Attends, sans travailler. Peut-être en travaillant différemment de toi ou en différent des règles, mais sans travailler. Non, sans travailler. Par le capital de quelqu'un d'autre. Oui, peut-être. Par un héritage, mais sans travailler. Et encore que les héritages, souvent, ils les bouffent. Oui, ou alors celui qui le maintient, il bosse. Tu vois. Franchement, j'ai presque tendance à vouloir te pousser dans tes retranchements. C'est pas possible à court terme et c'est pas possible sans travailler. Globalement, voilà, ouais. Quasiment. Ouais. Je chance, cherche vraiment des exemples. Tu vois, Elon Musk, c'est un bourreau de travail, il le dit tout le temps et c'est pas pour rire qu'il le dit, c'est vrai. Non, ça, j'en connais pas. En fait, Jeff Bezos, il a bossé comme un dingue. Voilà, ça n'existe pas. Après, oui, des mecs qui ont travaillé dur et qui s'arrêtent et qui vivent de ce qu'ils ont fait, ça existe. Mais il faut pas avoir cette partie-là. Avant, il faut bosser. Et même dans la politique, tu sais, un mec qui a envie de réussir, c'est des bosseurs aussi. Ils sont tous les soirs en train d'aller serrer des mains, ils se bougent pour être dans la télé. Franchement, il n'y a pas de mecs qu'on voit, des bons ou des mauvais, qu'on soit d'accord ou pas, à la télé, qui sont pas des gros bosseurs, ou ils te le font croire, mais c'est faux. Richard Branson, par exemple, c'est symptomatique. Tu sais, il a toujours cultivé une image de « il ne travaille pas », et j'ai lu son livre, et ben dans son livre, il explique que c'est une religion de dire, enfin une religion c'est un peu fort, mais c'est son mantra que de dire je travaille pas, parce que c'est son image de marque, mais il est énormément bosseur, il s'arrête jamais. C'est marrant, je connaissais pas cet exemple de Richard Branson qui se montre pas travailler. Mais il le dit même que c'est sa communication, que lui il est en mode je suis chill, je bosse pas, mais les gens qui sont avec lui ils disent non, il bosse tout le temps, il s'arrête jamais. Et il est toujours en train de sourire, se jeter le premier dans la piscine, mais dès qu'il ressort de la piscine il travaille. J'ai une question pour toi. Tu as beaucoup travaillé, tu as vendu ta boîte, tu as gagné beaucoup d'argent. Est-ce que ça t'arrive aujourd'hui de rencontrer d'autres gens qui ont beaucoup d'argent, mais par exemple qui ont hérité? Ah bah ouais. Et du coup, est-ce que tu sens quand même un fossé? C'est-à-dire que tu as autant d'argent par exemple que quelqu'un qui a hérité, mais est-ce qu'au fond de toi, tu sens pas une espèce de... Comment dire? Tu sais que vous êtes... Tu vois, vous êtes différents, quoi. Est-ce que tu sens un peu ça ou... Ouais, je peux pas leur en vouloir d'avoir hérité. Non, mais juste... Enfin voilà, est-ce que tu... Mais t'as raison, il y a une différence clairement, parce que je vais même essayer d'être... tu vois, prendre beaucoup de recul sur cette situation, ça m'arrive souvent. T'en connais en tout cas du coup. Hein? T'en connais des gens qui ont hérité? Bah, plus que des gens qui ont fait par eux-mêmes. Ah ouais. C'est marrant ça. Bah, tu sais, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent et beaucoup... Il y a plus d'héritiers à partir d'un niveau de fortune, tu penses? Bah ouais. Moi aujourd'hui, quand je vais dans un dîner d'affaires, c'est pas des entrepreneurs qui ont créé leur boîte qui sont autour de la table. Il y en a beaucoup qui ont repris les entreprises de la famille, et d'autres qui gèrent... peut-être que je suis pas dans les bons cercles, mais effectivement, si tu fais des dîners avec des start-upers qui ont pas encore... qui ont juste levé ou qui ont pas fait d'exit, bon bah c'est une autre histoire. Mais dès que tu vas dans des dîners où tu as envie de t'investir sur une partie... philanthropique par exemple, tu vois, moi j'ai décidé d'investir un peu plus dans le mécénat. Bah il y a pas d'entrepreneurs qui ont créé leur boîte, enfin il y en a très peu à la table. Si t'as 10 personnes, t'en as deux quoi. Putain, ça met un petit coup à l'égalité des chances que tu nous dis là. Et pour répondre à ta question, ça on pourra en parler après, mais pour répondre franchement, j'ai remarqué que souvent celui qui a hérité, quand il rencontre celui qui a créé, il a une gêne. C'est lui qui est gêné, parce qu'en fait lui c'est pas légitime. En fait, il se sent pas légitime à côté de toi. Souvent, ils ont des mots par rapport à ça. MAUX, ils se développent, et ce problème de légitimité, ils l'ont un peu. C'est difficile pour eux, on se met jamais à leur place. Ils vont dire le pauvre milliardaire héritier, mais on se rend pas compte, c'est dur d'avoir aussi beaucoup de capital et d'être un peu l'héritier aux yeux des gens aussi. Bah. En fait, je pense qu'on est dans une société, mine de rien, quand même, qui valorise plus celui qui crée. Comme tu vois, un artiste qui vit de sa passion. Que quelqu'un qui a hérité, quand même. Surtout en France, le pays de la culture. Mais toi, comment tu vas faire avec tes enfants alors, du coup, pour si jamais un jour ils héritent d'une fortune colossale, j'ai beaucoup pour pas qu'ils soient vus. Alors, c'est marrant, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Okay. Et en fait, je me disais au début, mais pourquoi tous ces milliardaires sont ultra durs avec leurs enfants? Et au début, je me disais, putain, c'est des gros radins, etc. Et en grandissant, j'ai compris. Parce que du coup, j'ai vu des gens plus jeunes à Paris où les parents donnaient beaucoup d'argent très jeunes. J'ai vu les dégâts que ça a fait.
Et je me suis juré de pas refaire ça. Donc tu donneras rien à tes enfants. Alors je dis pas que je donnerai rien non plus parce qu'il faut un équilibre, tu vois. Ok. Je veux quand même être un gentil papa, tu vois. Mais je veux quand même qu'il ait des bonnes valeurs. Je veux que mes enfants aient des bonnes valeurs. Je veux qu'ils aient les valeurs de l'argent. Je veux qu'ils aient le respect aussi Et tu vois, des autres. Et voilà. j'ai une question pour toi, ça m'intéresse quand même. Et peut-être ça intéresse aussi ton Je veux que audience. tu nous dises aussi, toi, après ça. Est-ce sur cette que question-là. tu penses que si tes enfants ils sont pas intéressés par le business, ils veulent pas travailler, ils veulent que vivre des ressources que tu leur donnes, t'acceptes? Ouais, ça pour le coup, ouais, je me suis aussi posé la question. J'accepte qu'ils suivent le chemin qu'ils veulent. Pareil, tu vois, moi j'aime Donc beaucoup le si- tennis. J'aimerais bien que si j'ai un fils qui aime le tennis, mais s'il aime pas, il préfère un autre sport. Ok. Voilà, c'est la vie. Ok. Mais et alors sur ça, oui, et je pense que j'aiderai toujours financièrement, mais dans une certaine mesure. Je veux pas que ça devienne malsain ou tu vois, c'est important que pour moi mes enfants aient la valeur des choses. Voilà. Mais tu vois, hier soir, j'étais dans une conférence où il y avait beaucoup d'entrepreneurs et il y en a un qui disait, en fait, aujourd'hui, les jeunes actifs qui travaillent, je parle même pas de ceux qui ont de l'argent, ceux qui travaillent et qui ont fait 2 ans, ils se mettent avec une rupture conventionnelle 6 mois en vacances, par exemple, et ils partent faire le tour du monde. Et en fait, leur objectif, c'est de faire ça tous les 2-4 ans, de manière à juste profiter de la vie ou savourer la vie. Et ils n'ont plus vraiment l'envie de travailler. Dès vrai, qu'ils ça. peuvent, ils évitent. Donc si jamais tu as des enfants, peut-être moi aussi, qui sont en situation et qui disent « Ah mais c'est vrai qu'en fait moi j'ai pas besoin de travailler, c'est pas une nécessité », est-ce que tu peux accepter ou pas? Est-ce que c'est important qu'ils aient un travail, un sens à leur vie, En fait, c'est ou pas nécessairement? Ce qui est difficile pour moi, c'est que je me suis C'est épanoui. politique, Moi, je me suis quasiment. épanoui dans le travail. Ouais. C'est un peu bizarre à dire. Et donc, Ouais. du coup, ça va être Non, très c'est pas compliqué. bizarre, je Ouais, pense. je me suis épanoui dans le travail, donc du coup, ça va être compliqué de Comprendre. de comprendre. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il faut, voilà, ça peut se comprendre Avec avec, le un revenu travail. universel, peut-être qu'ils seront forcés tous à plus Avec- bosser. Mais toi, du coup, je te retourne la question parce que ça m'intéresse. C'est toi qui as interviewé aujourd'hui. Ouais. Est-ce que si t'as des enfants, voilà, t'as beaucoup d'argent, tu vas leur donner à 16 ans 10 000 euros par mois Si ou- ça se trouve, je vais tout perdre d'ici là, puisqu'il y en a plein qui perdent. Non, moi, eh ben écoute, comme toi, j'ai évolué. J'ai été fermement ancré dans l'esprit de me dire, si un jour j'ai des enfants, je leur transmettrai, je serai très fier, et moi j'aurais voulu que ça m'arrive, donc pourquoi pas? Et puis on va créer une dynastie et tout. C'est vrai que j'ai évolué un peu, tu vois, dans cet esprit. C'est drôle, nos enfants regarderont peut-être notre podcast un jour, peut-être qu'ils seront Ouais. potes. Ils regarderont, ils s'amuseront, ils diront C'est regarde les fou, deux ouais, ce que tu parents. dis, t'as raison, putain. C'est- Écoute, j'espère qu'on aura la chance d'avoir nos enfants qui regarderont ce podcast. Et On aura forcément envie d'être gentil et de les gâter. Je pense qu'on y. Ouais, alors attends, je vais dire en fonction de ce qu'ils vont écouter, tu vois, parce que je veux pas qu'ils m'en veuillent si un jour ils m'écoutent. Et si Internet existe encore, parce que ça va tellement vite. En fait, ouais, moi je pense que. Déjà, j'aimerais bien. Toi, t'aimerais bien qu'ils fassent du tennis, par exemple. T'as donné un exemple. Moi aussi, j'ai des Du attentes. sport en tout cas. Moi, j'ai une attente, j'aimerais bien que ce soit entrepreneur pour pouvoir leur parler de ma passion. Mais effectivement, parce que moi, je suis comme toi, je suis passionné, je me suis épanoui là-dedans. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Je pense que c'est une erreur de croire que le travail n'est pas un obligatoire quasiment pour s'épanouir. Il y a forcément une part où c'est négatif, où c'est une corvée, mais il y a aussi une part où c'est une vertu, où il y a quelque chose à prendre de positif. Et il faut le dire au micro parce que trop de personnes pensent qu'il n'y a aucune vertu dans le travail, c'est faux. Au contraire, il y a beaucoup d'épanouissement dans le travail. Il faut juste trouver un travail dans lequel on peut s'épanouir et dans les bonnes conditions. Et chacun a son rythme. Il y en a, ils sont bien à 100 heures par semaine, et il y en a d'autres, ils sont bien à 15 heures. Bon, voilà. 100% d'accord avec toi. Derrière, non, moi, mes enfants, je pense que je serais un peu dur, franchement, parce que je vois donc tous ces héritiers, et ceux qui sont le mieux aujourd'hui dans leur peau, c'est ceux qui ont eu des parents qui ont été, alors durs, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui ont été encadrants, qui ont été présents, qui ont vraiment essayé de leur donner les valeurs dont tu parles depuis tout à l'heure. Et si tu laisses carte blanche, et il y a peu de chances que ton enfant il trouve les bonnes valeurs et qu'il se trouve et qu'il trouve un sens à sa vie, parce que il va faire le tour de tous les palaces dans le monde entier, il va faire du jet ski la journée au lieu de faire de la trottinette, et puis il va se rendre compte que en fait il y a aucun plaisir, parce que il va être blasé. Et tu vois, dans le travail, tu peux pas te blaser, c'est ça qui est bien. C'est que tu as toujours des nouveaux trucs à découvrir, alors que les palaces, tu te blases. Moi, ma pire angoisse, si j'ai un enfant, Ouais. comme ça, s'il Oula. écoute le podcast un jour, Aïe. c'est que il est... Ouais, attention, je Ouais, m'engueule, il est tu pas lui né mets la encore. pression. Il est pas né. Non, mais je me dis, l'angoisse, c'est que je me trompe dans l'éducation et qu'il ait pas la valeur des choses et l'humilité, et que par exemple, il n'ait pas le respect d'autrui, par exemple. Parce que moi, j'ai vu des gens hériter
vraiment mal se comporter avec un serveur dans devenir un restaurant, prétentieux être un peu prétentieux. Ça je pense que ça serait mon angoisse numéro 1. Ça serait très dur pour moi. J'aurais vraiment raté mon éducation. C'est une arrogance qui compense le fait qu'ils n'ont pas été légitimes. Exactement. Dans leur position sociale. Si t'as un enfant qui peut manquer d'humilité et tout, ça je trouve. Et moi, je vais essayer aussi déjà de l'engueuler d'avance parce que tu vas. Moi, si jamais donc il m'écoute un jour, je pense que je voudrais que mes enfants, même s'ils veulent pas devenir entrepreneurs ou chefs d'entreprise, qu'ils essayent de mener un effort vraiment difficile et d'avoir un objectif élevé et de le réaliser, tu vois, de se battre pour l'atteindre, de battre, voilà, parce que c'est un combat, comme dans le sport. Tu veux qu'ils aient des objectifs, quoi. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'art, ça peut être dans quoi que ce soit, mais tu veux qu'ils aient des objectifs et qu'ils essaient de se challenger pour aller les chercher. Et j'ai un copain qui est champion du monde de ski. Et qui disait, on était sur un bateau en train de faire du ski nautique et du wakeboard, tu vois, avec du sport à la mer. Et c'était l'été dernier, c'était super intéressant parce qu'il y avait quelqu'un qui avait peur de sortir de l'eau. Et je me souviens d'une phrase qu'il a dite et qui disait, il m'a dit ensuite qu'il la disait tout le temps à ceux qui faisaient du ski avec lui. Tu sais ce qu'il y a juste après la peur ? Il y a la satisfaction, le plaisir, la joie. Et en fait, c'est vrai. Il faut se surpasser. Dès que tu passes la barrière de la peur, tu te surpasses et que tu échoues, que tu réussisses, finalement, presque c'est neutre. Et bah après, t'as un sentiment de joie parce que tu t'es réalisé quelque part. Et c'est ça aussi que nous, je pense qu'on a eu l'adrénaline dans le travail. Quand on a eu nos petits succès à notre échelle, qui sont aussi des grands succès, je pense que ça nous a permis de nous épanouir parce qu'on a dépassé nos peurs. Ouais, sortir de sa zone de confort. Et Guillaume Gibaud, tu sais, dans le slip français, il a créé une chaîne YouTube qui a bien marché, justement pour que les gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Et il l'a appelé J'y vais, mais j'ai peur. Ok, je la mettrai en description YouTube, tiens, pour ceux qui nous écoutent. Et alors, juste pour revenir, parce que moi, ça me passionne ces sujets-là, sur tes dîners d'affaires où tu rencontres des gens qui ont hérité de beaucoup d'argent, est-ce que ça va, t'arrives comment dire, parce que vu que du coup, t'es en minorité, t'arrives à faire... moi, je suis à l'aise. À respecter les codes enfin voilà, est-ce qu'on sent une différence un peu Ouais, ou ça va il y a une différence, c'est vrai. T'as raison, cette question, je m'y attendais pas. Bah, écoute, ouais, si, t'as toujours au fond de toi... Alors, j'ai un copain. Toi, t'as cette légitimité. T'es parti de rien. T'as monté une boîte. T'as gagné beaucoup d'argent. Finalement, t'as ta légitimité. En fait, on peut pas. Mais tu sais, on a pas tous... te reprocher ton argent aujourd'hui. Ouais, mais alors, je vois où tu veux en venir. Mais on a tous une sorte, à différents degrés, de syndrome de l'imposteur, tu vois. Et j'ai un copain qui a hérité d'un gros montant, un gros héritage un peu trop tôt. Et il m'a confié qu'il avait le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et je me suis demandé si moi c'était le cas. Est-ce que moi je l'avais? Sincèrement, j'ai pas ce syndrome-là. Je n'ai pas l'impression d'avoir volé quoi que ce soit. Parce que pas l'avoir vu que tu as monté ta boîte et que tu l'as vendue. Et bah écoute, si, parce que tu vois, quand je suis dans un dîner, il y a des moments où j'ai pas les codes. Et j'ai ce syndrome-là parce que je me dis, tiens, est-ce que je suis à ma place? Et c'est là que j'ai ce syndrome. Je me dis, mais est-ce que vraiment je suis à ma place? Moi, le Nancéen, le Spinaléen qui vient des Vosges, est-ce que je suis à ma place? Mais j'ai pas le syndrome. Tu vois, quand je suis avec toi là, dans ce podcast, je me dis, oui, c'est vrai, on a réussi à monter des boîtes et c'est pas de la fumée, c'est de la réalité. On a créé des emplois, j'ai créé de la valeur, j'ai réussi à créer un produit qui a bien marché. Dans une certaine mesure, en fait, je suis super fier de ça. Donc non, j'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur. C'est plus de la fierté aujourd'hui que t'as. Ouais. Quand je réalise mon rêve et que je pars en vacances là où j'avais prévu pour pouvoir apprendre avec le champion du monde de ski, tu vois, je suis super content. Je pense qu'il y a un autre truc. Alors dis-moi, tiens, on va s'en parler tous les deux. Il y a un truc qui est moi une de mes plus grosses satisfactions personnelles. C'est quand je me paye un gros kiff. Ok. Genre un resto. Genre un beau resto, des belles vacances. Des belles vacances, ouais, ok. N'importe, tu vois. Et quand cet argent-là, tu l'as vraiment gagné par ton travail, et je suis presque sûr de ça, la satisfaction au moment de le payer, même si c'est très cher, il y a un vrai plaisir interne parce que en fait, tu sais que tu l'as pas volé, quoi. Est-ce que tu l'as ça, toi? Moi, je sais que t'es passionné de voitures, que tu t'es acheté des belles voitures. Quand tu t'achètes une belle voiture, est-ce que tu as vraiment ce kiff-là? Tu te dis, tu vois, c'est pas genre j'ai hérité, je m'achète la bagnole, c'est j'ai bossé, je me paye mon kiff. En fait, c'est j'ai envie de m'acheter une belle voiture, une belle montre ou quoi que ce soit. J'ai gagné mon argent et je me l'achète, tu vois. Ouais, je fais attention à ce que je dis parce qu'on est en France et je sais que ce discours-là, il est quand même pas toujours bien accueilli malheureusement.
Moi, si tu parles de voiture, c'est vrai que c'était un rêve d'atteindre une voiture. Bon, je suis allé sur circuit et je l'ai planté. Donc tu vois, je sais pas. Et Qu'est-ce c'est des que rêves de c'est gosse, ça. On lance des boîtes pour se dire tiens, un jour je m'achèterai telle voiture par exemple, tu vois. Et tu vois, j'y pensais encore hier. Moi, tu vois, c'est j'avais drôle, pas cette moi je te question. encore, mais Vas-y. tiens, un jour je me louerai cette villa, tu vois, genre je développe ma boîte, je vois une villa de Ouais, ouais. malade. Et je me Ouais, dis, tiens, un jour je me 100% louerai d'accord. cette villa Mais une bien semaine, tu sûr, vois. mais 100% Et le jour où d'accord. tu la loues, en fait, c'est la consécration du travail aussi, tu Tu as vois. raison. Bah, je suis 100% aligné avec toi. Mais de manière plus simple aussi, je vais te dire un truc, et c'est pas du tout condescendant ou arrogant de le dire, mais parfois, ça m'arrive, malheureusement. J'espère que je vais pas me faire lyncher. Mais de pas regarder quand je paye le montant, tu sais, sur la carte bancaire, sur le TPE, au Franprix, ou tu vois. Et je me. J'avoue que je l'ai aussi. Et je me disais ça, je me disais, mais c'est incroyable, en fait, j'ai plus la barrière de ce que je peux acheter dans un magasin. Alors évidemment, si je rentre dans un magasin à 100 000 euros, je regarde le prix du tableau. Mais tu vois, quand c'est des petites dépenses, c'est que mon réflexe, je sais que c'est des petites dépenses à 50 euros. J'ai cet énorme avantage aujourd'hui, parce que je sais que c'est pas le cas de tous les Français, de pouvoir en fait pas compter sur les petites sommes et je regarde plus. Et ça, c'est une satisfaction énorme. Ah ouais. Parce que Ah, je me lui, dis, ça, ouais. quand je me couche ce soir, je me dis, ah ouais, moi, j'ai cette chance inouïe de plus avoir à réfléchir à ce sujet, qui est un sujet pour presque tous les humains. Et, Quotidien. C'est un problème pour la majorité j'ai des une Français. satisfaction mais énorme, alors que c'était pas mon objectif. Mais quand même, avant, tiens, une petite anecdote. À Nancy, tu vois, on a tous des routines, je pense. Et parfois, à midi, j'allais me chercher un sandwich dans un supermarché à côté de mon bureau, tout seul, juste pour couper, tu vois, pas être avec l'équipe. Et j'aimais bien être tout seul. Et je me souviens d'un jour où je me suis retrouvé dans l'allée de ce Franprix parce que, en fait, c'était pas un Franprix, c'était une grande surface. Et je me souviens dans cette allée, la trésorerie de la boîte commençait à devenir importante. Je crois qu'on avait dépassé 1 million d'euros sur le compte de l'entreprise. C'était pas mon compte, hein, mais quand même, ça rassure ton entreprise que tu as presque à 100%. Elle a 1 million d'euros sur le compte. C'est une somme énorme. J'avais jamais vu autant d'argent à l'époque. C'était même plus que quand j'ai vendu, je pense, dans mon esprit. Et je me souviens à un moment m'arrêter comme ça dans l'allée de ce supermarché, comme s'il n'y avait plus personne et que le temps s'était arrêté. Et je regarde comme ça autour de moi et je me dis, mais je peux tout acheter. Et j'avais jamais eu ce sentiment avant, parce que avant, tu vois, je regardais 4,50 €, 8,50 € et je comptais tout le temps et je faisais attention de pas dépasser plus de 12 € parce que je me disais c'est le prix de mon ticket restaurant. J'étais vraiment dans une logique comme ça. Et à un moment, il y a eu un déclic qui a été vraiment un apaisement pour moi de me dire bon j'ai plus ce sujet-là. Je pense que c'est normal. Hein. Je pense que la majorité des Français font leur compte quotidiennement quand ils vont, tu vois, faire des courses, etc. Et donc, je pense que ce déclic, il est assez normal de ta part parce que, encore une fois, c'est un luxe effectivement qui est rare. Mais ça peut revenir après. C'est rare de pouvoir aller au supermarché et ne pas compter, aller au restaurant, ne pas compter. C'est très rare. Je le sais. Ça, il faut le réaliser. C'est très rare. Il faut pas trop que je le dise parce qu'après. Oui, c'est bien d'en parler, tu vois, c'est bien de partager ton expérience. C'est tiens, vrai. j'ai une question pour toi. C'était quoi ton objectif quand tu as lancé tout ça? Parce que justement, est-ce que tu avais imaginé que ça allait aussi loin ou pas du tout? J'avais pensé grand, mais pas. C'est dur de penser aussi grand, franchement. Pas aussi grand. J'avais pensé grand. Tu vois, moi, je m'étais dit, mon rêve, ça serait de m'acheter un bel appartement, tu vois, et de le payer cash. Par exemple, ça, c'était un rêve. C'était vraiment super simple. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. Ouais. Mais peut-être je me trompe. Mais c'est vrai, la résidence principale, c'est je pense le rêve numéro 1. Ouais, voilà. Bon. J'avais c'est vrai, les voitures de sport, t'en as parlé, mais je voulais une voiture de sport, c'était pour moi un goal. Bon, maintenant c'est est-ce qu'il y avait genre une voiture, genre pendant que tu développais Contact Cantine, même au début, genre il y a une voiture qui t'obsède genre depuis toujours, et quand t'as vendu, c'est un des premiers trucs, ou une montre, ou j'en sais un truc. Est-ce qu'il y a un objet qui a été la consécration de tout ça, un achat personnel? Non, pas forcément. Franchement, okay. J'ai pas été très très dépensier sur les achats personnels en plus après la vente. Mais pour te dire, mon objectif c'était alors, sincèrement, il y avait un truc, c'est que moi, mon père, il était dans les difficultés financières au moment où j'ai créé Clémentine avec lui, et j'avais vraiment chevillé au corps de vouloir le rendre plus libre financièrement. Et donc, j'étais acharné à ça pendant les premières années. Quand on a réussi à avoir plus de 300 000 € sur le compte, déjà c'était une grosse somme, on avait check cette étape et pour moi j'avais libéré un peu mon père de cette chape de plomb qui pesait sur lui.
mes rêves, ils ont changé. Après, je me suis dit, tiens, si je m'achetais un appartement à Paris, que j'arrivais à le payer cash. Bon, après, je suis arrivé à 26 ans, je me suis acheté mon appartement cash à Paris. Ensuite, C'est pas commun, ça, les banques, elles Non. te prêtent en général. non, ouais, bah, après, je l'ai refinancé. Hein. Ok. Mais je l'ai revendu 2 ans après. Tu vois, tout allait vite. Et non, j'ai pas une bonne réponse à te donner parce Ok. qu'il n'y a pas eu d'achat vraiment Non, c'est qui plutôt une continuité. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai un rêve? Oui, bah faire une plus grande entreprise, c'est un rêve professionnel important. Mais mes rêves aujourd'hui, sincèrement, c'est plutôt au niveau perso. Tu vois, j'ai envie de me marier, de construire une famille. Ok. On revient sur l'autre valeur, du coup, bien s'entourer. Ouais, t'as pas perdu le fil. Non, j'ai pas perdu le fil. Ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et en fait, c'est un truc qui me parlait pas du tout quand j'étais jeune, mais genre pas du tout. C'est-à-dire que, enfin, quand tu te fais des amis, que t'as 20 ans, tu réfléchis pas à c'est quoi un bon ami ou c'est quoi un bon associé, etc. Et plus tu grandis, plus tu rends compte de l'importance même de la personne avec qui tu fais ta vie. Quand tu choisis ton conjoint ou ta conjointe, c'est une des décisions les plus importantes. En réalité, tu vas tout construire avec la personne. Si tu prends une personne avec qui il peut y avoir un peu de toxicité ou quoi, ça peut être chaud. Voilà, bien s'entourer, raconte-nous de manière personnelle et professionnelle pour toi pourquoi c'est aussi important. Ça, je crois que c'est ta valeur numéro 1, non? Enfin, Ouais. Bien s'entourer long terme, je dis tout le temps dans ce ordre-là, donc t'as raison, c'est ma valeur numéro 1. T'avais dit qu'il y avait 3 valeurs d'ailleurs, tu nous diras la C'est troisième. vrai. Bien s'entourer, c'est la base. Tu as parlé du couple, bon bah ça part de là. Quand t'as pas la bonne personne, d'ailleurs plein de milliardaires disent dans leur podcast que le meilleur choix dans ta vie c'est de bien choisir la personne avec qui tu vas rester. Et que derrière chaque grand homme, il y a une femme aussi. Ouais, tu vois, bah c'est ce que disait notre président. Donc j'espère qu'il l'a bien choisi, moi je la connais pas. Et ouais, bah dans le travail c'est la même chose. Si tu prends le mauvais associé, tu vas bien en chier, je pense. Si tu prends les mauvais collaborateurs, ça va être plus dur aussi de leur expliquer les choses. Je suis dur moi dans la sélection de mes amis. J'ai toujours été hyper dur. De façade, si j'ose dire. Tu vois, j'ouvre la porte à tout le monde. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, très sociable. Mais ensuite, pour rentrer dans mon cercle et vraiment être un ami qui part en vacances avec moi, bah c'est plus dur. Je pars toujours avec les mêmes amis depuis 10 ans. J'ai aussi mes amis d'enfance que j'ai conservés. Je suis vraiment assez fermé dans mes amis très proches. C'est quoi être dur? Et bah dur, c'est je te fais confiance, mais pas totalement facilement. Ok. Totalement, ça prendra des années. Et si j'arrive à gagner ta confiance, mais qu'un jour je fais une connerie, être dur, c'est. Non, c'est vrai que souvent les gens disent ah bah non, je te retire ma confiance. Non, ça altère la confiance parfois, mais moi je retire pas ma confiance totalement. J'ai déjà été déçu d'amis qui sont encore mes amis, mais pas totalement. Évidemment, si c'est une trahison pure et simple, sans motif, sans que je le comprenne, sans excuse, bon bah évidemment on peut plus rester amis. Mais parfois, non, je suis pas rancunier et je pense que c'est bien d'avoir la capacité de se remettre en question parce que parfois aussi, si les gens ils sont mal comportés, c'est peut-être parce que toi aussi tu t'es mal comporté. Donc moi, j'ai pas la prétention d'être parfait. Tu t'es pas mal associé à un moment donné, non, au début de ton histoire? Ouais, si. T'as eu Je une te l'ai galère raconté, un peu, c'est non? vrai. Ouais, il me semble, non? Ouais, si, bah, j'ai un associé qui. Bon, je lui ai dit que je voulais vendre mes parts, donc s'il voulait, il pouvait me les racheter. Ou alors on vendait toute l'entreprise et que j'avais une offre. Lui, il a pas voulu vendre, donc finalement, il m'a racheté les parts et pas au prix de l'offre que j'avais, un prix ridicule par rapport au montant que j'avais. Bon, bah j'ai accepté, j'en ai pas voulu. Après, la boîte, elle a fermé, donc il m'a dit que c'était de ma faute. Bon, bah je lui ai dit que j'étais plus dedans, donc c'était que sa responsabilité. On s'est pas encore fâché à ce moment-là, on était encore amis. Puis il m'a demandé de lui prêter de l'argent, parce qu'à ce moment-là, moi, mon entreprise commençait à bien marcher. Je lui ai prêté de l'argent. Alors que donc il y avait quand même dans le passif que j'ai vendu mes parts pour pas cher, qu'il me reprochait que la boîte allait pas marcher à cause de moi. Peut-être que comme je m'en voulais, je lui ai quand même prêté, tu vois, peut-être maintenant quand je m'auto-analyse. Et puis il m'a jamais rendu cet argent. Quand je lui ai demandé quand est-ce qu'il aime le rendre, il m'a dit bah attends, toi ton business il marche, moi avec l'argent je me suis pas refait, donc attends. Maintenant ça fait 10 ans que j'attends et bah on se parle plus. Quand j'étais venu te voir, on avait pris un café chez toi. Il y avait un ami à toi qui était là et qui nous avait raconté qu'en gros, il avait prêté de l'argent à quelqu'un. Et c'est marrant parce que tous les deux, on avait déjà vécu l'expérience. Et on lui disait,
on veut pas te faire de la Ah oui, peine, c'est vrai. mais là il y a peu de chances que tu C'est récupères vrai. ton argent. Et le gars était en mode ouais mais c'est mon meilleur ami d'enfance et tout. Il avait pas passé, tu sais, dans le pattern. Il était pas encore passé dans le pattern, donc si tu nous écoutes, Ouais, c'est drôle, ouais. À mon avis, t'as pas encore récupéré ton Ouais, argent. j'ai changé avec lui en plus hier soir encore. Alors, est-ce qu'il a récupéré son argent? Non, c'est drôle parce qu'il me parlait encore qu'il allait bientôt récupérer son argent. Voilà, nous on connaît avec Ah, William. faut que tu nous Allez. écoutes, Julien. Là, c'est mal parti. Hein. Est-ce que on se fait plein de nouveaux amis? Tu disais que quand on touche une grosse somme d'argent, on devient aussi parano parce qu'on sait plus trop si on attire les gens que par nous-mêmes ou que par l'argent. Si on n'avait pas l'argent, est-ce qu'on aurait la même relation avec les gens? Est-ce que ça crée une paranoïa chez toi ou globalement ça va, ça s'est plutôt bien géré ou les deux sont un peu liés? Après, moi, j'ai pas trop de gêne par rapport à ça. Je trouve que c'est normal, tu vois, d'être ami avec des gens, mais aussi de faire du business avec eux. Moi, je peux le comprendre, mais Bah, mon niveau de Est-ce que tu t'es fait plein de paranoïa, il nouveaux a pas amis que t'as changé. vendus Ouais, on rencontre plein de monde, forcément, des nouveaux cercles. Mon niveau de paranoïa, il a pas changé. J'ai toujours été assez sur mes gardes, dans le sens où, voilà, comme je t'ai dit, ma confiance, elle est ouverte à un certain degré à beaucoup de monde. Mais quand tu veux passer à un autre niveau de confiance, mais je pense que c'est la bonne manière d'être. Donc, c'est pas nécessairement facile. Je pense que c'est bon d'avoir des amis. Il y a des gens qui se refusent à avoir des amis parce que, justement, motif qu'ils pensent que tout le monde en veut que pour leur argent. Non, quand tu choisis bien ta copine ou ta femme ou ton mari ou ton copain, quand tu choisis bien tes amis, bon après dans le business il faut essayer de bien s'entourer, mais tu peux te tromper, et alors c'est le sens de la vie que de se tromper. Donc oui, je pense que j'ai fait des erreurs, oui, j'ai rencontré plein de personnes et peut-être que j'ai aussi pas passé assez de temps avec des vrais amis, c'est vrai, mais bon c'est la vie est-ce qu'on nous demande d'être parfait? Bon moi j'aimerais bien être un saint, mais est-ce que je le serai un jour? Pour l'instant j'en suis très loin. est-ce qu'on te parle parfois d'investissement? Tu rencontres des gens et très vite on te rappelle par une semaine après pour dire je recherche un investissement. Enfin tu vois, est-ce que tu vois plus ce truc là, parce que quand on n'a pas d'argent, Ah ouais. ça tu l'as ça? Ça c'est vraiment compliqué. Je me rends pas Des compte amis que qui ça demandent quoi- de l'argent, des start-upers, tous les start-upers qui entendent Les parler start-upers, que ça, tu c'est investis. classique. C'est classique. Ça tombe bien, on a un Et non, petit tu fonds rencontres de quelqu'un à un VC. dîner, tu vois, tu rencontres quelqu'un à un dîner, et une semaine après, tout de suite, t'as reçu un petit mail en mode voilà mon pitch. Toi aussi, c'est arrivé? Moi, c'est la partie startup, ouais, ça m'est arrivé un petit peu. Ouais. Ouais, bah, start-up, ça, du coup, comme on a créé un petit VC, donc ça, forcément, ça nous arrive, c'est naturel. Je peux pas me le reprocher puisqu'on a mis en place ça. Mais donc, je redirige les gens vers la bonne personne dans mon VC, enfin, dans mon fonds. Et, bah, ouais. On te parle souvent d'argent finalement. Qui me demandent de l'argent. Ça, c'est un peu gênant, forcément, parce que. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu donnes tout le temps ou... J'ai une anecdote qui est drôle, ça me fait penser à ça, là, ça a tilté. Connaître là je vais parler un peu de moi, mais en gros mon grand-père et ce truc il est familial et je l'ai toujours, il avait prêté de l'argent à un gars, ok, genre une grosse somme. Ah oui. Le mec lui avait pas rendu et mon grand-père était gêné de la situation et changeait de trottoir quand il le croisait pour pas vivre la situation de croiser le gars qui lui a pas remboursé. Ouais. Je sais pas si tu suis, Ouais. et du coup C'est vrai. ouais. Et c'est ça. Mais c'est ça en fait le sens de la vie, c'est qu'aujourd'hui en fait quand je dis le sens de la vie, c'est vraiment je vais loin, mais c'est vrai que tu te sens plus redevable et c'est dommage quand tu reçois que quand tu donnes. Donc il est plus facile de donner que de recevoir. Donc la personne, non mais c'est philosophique ce que je dis, hein, mais la personne qui reçoit, elle doit être humble au moment où elle reçoit. Mais après, celui qui a donné, il sait que celle qui a reçu, en fait, elle lui est redevable. Donc tu es dans une position ascendante et donc tu peux être gêné, mais c'est pas forcément ça. Hein. Il y a plusieurs manières de le voir. Est-ce qu'on peut passer dans une relation saine en ayant prêté de l'argent à quelqu'un? C'est une bonne question philosophique. Avec un taux d'intérêt ou sans taux d'intérêt? Sans taux d'intérêt. Avec un papier ascendant juridique. Comme tu l'as dit, mine de rien, il y a une relation. Non, un peu après. Il y a quelqu'un qui est redevable. Je prête pas comme dans ces conditions. Enfin, je fais pas des dons ou je prête pas à des copains. Bon, voilà, j'ai des copains qui me demandent. Parfois, ils me disent est-ce que tu peux m'aider sur tel ou tel projet? Je leur dis d'une autre manière. Soit on s'associe. Dans ce cas, je prends des parts. Soit fais-moi une mission. J'ai besoin d'un autre truc. Peut-être à la limite, tu me fais une prestation avec une facture et là, tu as un vrai travail qui va être rémunéré. C'est ce que j'ai proposé, par exemple, à un copain récemment. Mais non, moi je ne donne pas, je ne prête pas d'argent comme ça. Si je le donne, c'est sans retour parce que je pense que ça reviendra jamais et ça va en noircir nos relations.
À ce qui paraît, Xavier Niel, dans son bureau derrière, il a un chèque avec écrit 1 milliard parce qu'il plaisante là-dessus dans le sens où les gens viennent souvent lui demander de l'argent comme il est reconnu pour ça. Et j'ai jamais entendu. Du coup, il a un chèque derrière son bureau apparemment avec écrit 1 milliard. Voilà pour la petite anecdote. C'est drôle. Je veux juste recouper sur tes investissements. Tu m'as pas bien répondu tout à l'heure sur un camembert. Par exemple, est-ce que tu mets genre 90% immobilier, 10% startup? Tu pourrais nous donner un camembert pour se rendre compte de tes investissements aujourd'hui? Oh tu veux tout savoir, toi. J'ai beaucoup investi dans l'immobilier, c'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai créé une forme de petite rente, mais bon, après l'immobilier, c'est pas vraiment pour moi de l'entrepreneuriat, c'est plutôt une traite de long terme. Donc, on parlait de long terme, mais dans le sens où il n'y a plus rien à faire une fois que tu as investi pendant longtemps. Et donc, j'ai une allocation, je pense, assez importante, au moins 30% dans l'immobilier de mon actif. J'ai 30% au moins encore en liquidité. Et je dirais le solde dans des investissements déjà, dans pas mal d'investissements divers et variés, que ce soit justement sur les marchés ou dans des entreprises rentables. J'ai vu que tu avais créé Racine Investissement. Ouais, c'est mon family office. C'est ton family office. Et donc du coup, tu peux à la fois investir dans l'immobilier, dans des boîtes de private equity, dans du VC. C'est global. Ouais, c'est ça, c'est global. On a structuré ça à fond là, fin 2025. Okay. Pour avoir vraiment une stratégie d'investissement cohérente avec une thèse d'investissement. J'ai recruté un directeur général, Timothée, qui est le garant de cette stratégie. Tu vois. Je mettrai le lien du coup en description YouTube. Ouais, merci, du super. Site internet s'il y a LinkedIn, des gens qui veulent si tu lever veux des aussi, fonds. parce que sur LinkedIn, en fait, on parle de toute cette thèse d'investissement. Je mettrai ton lien LinkedIn aussi s'il y a des gens qui ont des questions. Okay. Mais tu vois, il y a peut-être des gens qui ont des dossiers. En plus, tu fais à la fois VC et à la fois private equity. Ouais, comme toi, un petit peu sur la partie immobilier, VC. Donc finalement. Toi, tu fais pas du tout de private equity ? Si, de plus en plus. Ah, ok, d'accord. Comme toi, finalement. On fait un peu pareil. On va se retrouver concurrents, en fait. Non, là où je suis mauvais, moi, c'est sur l'immobilier où on va déjeuner ensemble. Après, tu vas me donner des conseils. J'avais des questions pour toi. Prendrai les tiens aussi. Il faudrait faire un podcast que immobilier ensemble. Carrément. Je sais que t'en fais un peu et que t'es bon là-dedans. 2 dernières questions. Entreprendre en famille, on dit moi j'ai entrepris avec des potes, ça s'est toujours mal passé. Je dis à tout le monde faut pas le faire. Là je vais sortir un épisode avec Ariel qui a créé Augment, qui s'est associé avec son meilleur ami d'enfance. Il dit que ça se passe super bien. Toi c'est avec ton ancien meilleur ami et ton père. Ouais. Donc en fait toi t'as tout combiné toi. Thèse opposée à la tienne. Ouais, exactement. Et j'ai recruté j'allais dire des dizaines, mais j'ai recruté au moins 10 copains et je me suis associé aussi au moins avec 10 copains ou copines. Alors par contre ça peut bien se passer du coup. Mais c'est quand ça se passe bien c'est plus facile aussi. Écoute, ça s'est presque toujours bien passé dans mon cas, sauf l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Vraiment ça change les relations. Quand je te dis que ça s'est toujours bien passé, il y a des hauts et des bas. T'as des jours où forcément quand tu dis bah là t'as mal fait ou tu reproches des choses, bah forcément il va y avoir des tensions. Mais surtout si t'es le patron en plus, du coup il y a des relations. C'est peut-être plus facile quand ça fonctionne déjà, quand la boîte elle marche, tu vois, c'est plus facile d'être associé quand la boîte elle marche pas. Là où ça s'est mal passé, généralement avec mes collaborateurs, c'est quand ils faisaient pas leurs objectifs, ou alors collaborateurs amis, ou quand les boîtes elles marchaient pas. Donc globalement, quand ça se passe bien... Parce que j'ai créé plusieurs entreprises, j'ai pas créé que Clémentine. En fait, en parallèle de Clémentine, j'ai créé d'autres entreprises qui existent encore, que j'ai pas vendues. Ok. Voilà. Et donc, oui, je me suis associé avec mon père. Alors, il y a des caractères qui s'entendent bien, donc avec mon père, on arrivait. Parfois, on arrivait à bien travailler. Parfois, il y avait des prises de tête. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai quand même beaucoup de respect pour mon père. Je savais que je le faisais aussi un peu pour lui, même si on m'a parfois un peu reproché que c'était grâce à mon père que j'avais réussi. Alors bon, je réponds pas, même si parfois je me disais c'est des imbéciles ces gens-là, parce qu'effectivement mon père, avant que je m'associe avec lui il avait pas fait ça. Et puis surtout non, j'ai pas volé ce que j'ai fait, donc mon père n'a pas mis d'argent, n'a pas hérité, on a tout créé ensemble. Et mon père, je vais pas non plus voler son travail, il a fait beaucoup pour le succès de Clémentine les premières années, même si après il a levé le pied, qu'on a développé le logiciel avec Maximilien, et que Maximilien lui aussi a fait un énorme travail. Je veux le dire parce que après, qui est toujours à la tête de l'entreprise d'ailleurs, Maximilien, donc on lui fait un petit clin d'œil. Ouais, je lui fais un clin d'œil. C'est lui qui gère encore la boîte aujourd'hui. Et ouais, il est devenu à ma place le CEO. Et du coup, il a continué cette croissance. Bravo à lui, parce qu'il a pris une sacrée responsabilité. C'était difficile de mettre les habits après moi. Et je crois qu'il le fait encore mieux parce que il a continué à faire de la croissance et la rentabilité que l'entreprise avait. Donc avec Maximilien non plus. On me croit pas, mais avec Maximilien, qui est mon meilleur ami, on ne s'est jamais engueulé. Il y a eu des moments où on s'est plus vu, moins vu, plus parlé, moins parlé, en fonction de la vitesse du business et des besoins. Mais dans l'ensemble,
Et quand je dis dans l'ensemble, il n'y a pas eu de dispute en 10 ans. Et la force, je pense, je vais te dire, c'est tout con, c'est de ne pas mettre l'ego dans le business. Trop souvent dans le couple, dans l'amitié et dans le business, tu mets ton ego au milieu. Et encore aujourd'hui, hein, je fais souvent cette erreur, mais il faut vraiment réussir à chasser son ego en plein business parce que c'est l'ennemi du succès en fait. Est-ce que tu es d'accord que les relations changent quand même? Parce que moi, tu vois, je m'étais associé avec un ami. Ouais, ça change et tu vois, un par petit exemple, le peu. soir, on s'appelait et plutôt que de se raconter, on fait quoi ce week-end, je lui disais, est-ce qu'on a payé la facture fournisseur, tu vois? Bah bien sûr. Et donc, du coup, est-ce qu'il te le reprochait? Non, parce que lui était dans ce jeu-là aussi. En Lui fait, aussi, on s'était la relation. Et ça avait s'est bien évolué. passé? Ça s'est très mal passé. Ah, ok. Ça marche. Et ben moi, avec cet ami-là, on avait quand même des moments où on déconnectait. Tu vois? Et je vais te dire un truc. Moi, j'ai été son N+1 parce que j'étais le CEO et lui, c'était le directeur commercial, par exemple, du cas de Maximilien. Mais j'ai plein d'autres cas comme ça que je pourrais te raconter. Mais je te prends celui-ci, c'est le plus significatif. On vient d'en parler. Quand on sortait du bureau, c'est-à-dire on n'était plus physiquement dans le bureau, je n'étais plus son N+1. Et ça se matérialisait, même si tu me diras, est-ce que c'est possible? Ça se matérialisait d'une manière très simple. C'est que il n'y avait aucune possibilité que je lui demande de faire quelque chose pour moi. Alors qu'au bureau, c'était vraiment le cas. Et je lui partageais de manière transparente comme un ami toutes mes histoires perso, et lui aussi. Et c'est ce qui maintenait un équilibre cool. perso. Ouais, ça a été super fort. Et d'ailleurs, encore Il faut de aujourd'hui. l'intelligence, tu vois, pour arriver à ça. C'est vrai. Je reconnais beaucoup d'intelligence, plus que moi, je pense, plus d'humilité aussi, ce qui est une grande vertu que moi et ce qui a permis aussi ça. Parce qu'il faut que chacun fasse son chemin. Moi, j'ai fait une part du chemin, mais il en a fait aussi une grande part. Et ça aurait peut-être pas été possible avec tout le monde. J'ai embauché des sœurs, des frères, de copains. Je me suis associé avec des très bonnes amies à distance, Paris-New York, avec des personnes à Rennes quand j'étais à Nancy, que je voyais pas. Toujours des amis. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que à chaque fois, on a mis notre ego de côté. Et quand moi, je voyais que la personne en face, parce que moi j'avais cette règle de pas mettre mon ego au milieu de la table, quand je voyais que la personne en face, elle mettait son ego, je lui faisais remarquer. Et ça éteignait à chaque fois les incendies qui commençaient. C'est une bonne astuce, ça, pour les gens qui s'associent. Tu sais que l'association, c'est la première cause de faillite des entreprises? Ah ouais? Ouais. Non, c'est je la savais première pas. cause. Dans l'amitié, c'est plus dur de dire, Andrea, attends, mais mets ton ego de côté. Parce que, tu vois, c'est pas, y a pas un but dans l'amitié de faire du chiffre d'affaires et tout. Donc c'est plus dur de dire, mais pourquoi tu mets ton ego et tout? C'est plus difficilement compréhensible. Alors que dans le business, attends, mais on veut que la boîte elle réussisse, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Je veux que la boîte elle réussisse. Bon, alors viens, on met notre ego de côté. Tout de suite, ça marche. Le jour du closing, du signing, je sais pas si le signing ou le En tout cas, closing, dans mon cas, en ça a gros, marché. t'es allé dormir chez tes parents. Ouais, la veille. La Ah veille. ouais, t'as vraiment écouté les podcasts? Tu m'avais dit que t'avais écouté les podcasts tous les avant. podcasts de mes invités. Ah Tout, ouais. voilà, j'écoute tout. Incroyable, Et alors, t'as vraiment j'ai écouté. même la scène de toi parce que moi je m'imagine. donc t'es chez toi. Ouais, je me sais pas souviens. pourquoi, alors, dis-moi si je me trompe. J'imagine un truc. C'est tu vois, vrai, vraiment c'est ma ça. folie. Ouais, Tu j'entendais. descends des marches. Mmh. Et en gros, ta mère, elle Des est en bas des escaliers, marches, ouais. en bas des escaliers, elle te voit. Et là, vous regardez. C'est ça. Et là, tu lui dis, je vais pas signer aujourd'hui. Ma mère, elle allait promener le chien le matin, comme tous les matins. Mais et tu je me l'as dit en souviens. podcast les escaliers ou c'est moi qui ai imaginé la vraie C'est ça, situation? j'ai dit, c'est ça. Ah, tu l'as dit, ok. Ouais, t'as imaginé la vraie Moi, scène. ouais. Je descendais les escaliers de chez mes parents pour donc partir au bureau signer la vente de mon entreprise, qui est quand même quelque chose pour moi. Et Plus au de 100 moment millions d'euros à où Google, je sais que tu veux pas dire, mais. Non, là quand je descendais les marches, ma mère, donc elle avait le chien en laisse, et je la croise et je lui dis, écoute maman, je vais pas signer, je pense. J'ai réfléchi cette nuit. C'est vrai que j'avais pas dormi pendant la nuit. J'avais réfléchi toute la nuit à cette signature potentielle. Et là, ma mère, contrairement à ce que je pensais, qui est quand même quelqu'un de très prudente et pas très esprit entrepreneurial, elle me dit, mais t'es complètement fou. Elle me dit, mais attends, tu dois signer. T'as fait tout ça pour signer. Ça faisait 6 mois qu'on était quand même en due diligence. Elle le savait, on en avait beaucoup parlé. Et à 35 ans, tu vas pouvoir écrire un nouveau chapitre. Et donc, ça m'a rassuré. Je suis allé, j'ai signé. Allez, pour finir le podcast, je voudrais le nom du développeur qui a failli manquer le signing. Non, je plaisante. Mais je sais qu'il t'as quelqu'un au moment du signing. Allez, juste le prénom, Thomas. On lui fait un petit clin d'œil, c'est marrant, mais en gros, t'avais besoin de genre de 50 signatures, c'est ça? Ouais, quelle histoire. Et en gros, lui, il a pas. Parce que s'il signait pas, tu faisais pas le deal, quoi. Mais alors il faut comprendre. On peut signer genre sur un laps d'une semaine, tu vois. Alors il faut comprendre qu'on avait un signing et un closing. C'est-à-dire c'est 2 moments différents. Parfois ça peut être le même. Nous c'était 2 moments différents. Parce que le signing c'est comme le compromis quand tu achètes un appartement. Et le closing c'est comme l'acte de vente. C'est la répétition de ton closing et au moment du paiement. Donc il y a un délai entre les deux. Sauf que le délai c'est pas pour la DIA où tu demandes à la mairie si elle préempte ou pas sur ton bien. Là c'est un délai où il faut réaliser des conditions suspensives.
Il se trouve que dans le cas de ma vente, il y avait 55 pages de conditions suspensives, donc c'était très corsé, très compliqué. D'ailleurs, je m'étais dit en les lisant en anglais que jamais on arriverait au closing tellement il y avait de conditions suspensives. Et mon banquier d'affaires m'avait rassuré, m'avait dit, tu sais, Google, ils ont le bras long, t'inquiète pas, tout va se réaliser. Et notamment dans les conditions suspensives, il y en avait deux qui paraissaient très difficiles. La première, c'était que le conseil je sais plus si je suis NDA ou pas, alors je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais effectivement en termes de confidentialité il faut que je fasse attention, mais il fallait un accord dans la réglementation à obtenir, à l'unanimité, qui me semblait difficile à obtenir, dans les délais en plus, et à un mois de délai, et notamment que on signe à tout prix avant le 31 juillet, c'était une condition suspensive, le closing, pour que eux puissent financer l'acquisition avec un prêt qu'ils avaient levé à un taux d'intérêt maximum de X%. Car s'ils devaient se refinancer, comme les taux d'intérêt étaient en train de remonter, 2023, 2024, 2025 encore, on avait un risque qu'ils ne puissent plus financer dans les mêmes conditions l'opération. Donc ça faisait partie des conditions suspensives. Et il se trouve que pour pouvoir réaliser ces conditions, donc le délai, il y avait un jour, c'était en juin, à minuit, si on n'avait pas signé le signing, on ne pouvait pas lancer la signature du comité, de la réglementation, et ils ne pouvaient pas obtenir les accords de déblocage des fonds. Voilà. Donc là, je termine dans le contexte. Et ce jour-là, donc je descends les escaliers, je croise ma mère, je lui dis que je ne vais pas signer, elle me dit d'aller signer. Donc je commence la journée par la signature, à 9h30, je signe. Enfin, c'était peut-être un peu plus tard, à 10h30, parce que les avocats avaient du retard, donc ils ont envoyé les documents un peu tard. Et il y avait 34 personnes qui devaient signer ce document. Donc, au fur et à mesure de la journée, on s'est dit que tout le monde allait signer, et puis j'étais pas très inquiet parce que tout le monde voulait signer. Donc, on avait prévenu les développeurs, j'avais dit à Maximien, suis, s'il te plaît, pendant la journée, que tout le monde signe, de notre côté. Donc, il y en avait peut-être une douzaine, tu vois, qui devaient signer côté Team System, et il y en avait une vingtaine de notre côté. Donc, Maximien suit, puis à 13h, on va manger, je lui dis, alors, tout le monde a signé, il me dit, oui, il en reste 3-4, t'inquiète, c'est bien parti, tout le monde a signé. Ok, 17h, je regarde, il manquait deux signatures, je sais plus trop, 2-3, tu vois. Puis je dis à Maxime, mais je comprends pas pourquoi ils signent pas là, c'était 3 développeurs. Ils me disaient, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de relire. Ah bon, ils relisent, mais il y a 500 pages, tu sais, le SPA, c'est le protocole de session, 500 pages en anglais très technique, même moi j'ai du mal à le relire, chaque phrase, je l'ai fait relire par l'avocat depuis 3 semaines, c'est très compliqué à comprendre. Bon, tu signes ou tu signes pas à la confiance à un moment donné. Et surtout quand tu as peu de parts, tu vois, parce que tu fais confiance aux chefs d'entreprise qui, eux, se sont engagés pour toutes les parts de la boîte. Bon, ok, on attend. 19h, il me manquait encore 3 signatures de notre côté. Donc là, je me fâche, je dis à Maxime, attends, il faut qu'il signe tout de suite, t'arrêtes de faire la relecture là. Il se trouve que Mickaël, donc mon premier développeur qui est encore là, d'ailleurs, je crois, chez Clémentine aujourd'hui, signe, après avoir relu le document. En partie, peut-être, ou totalement, je ne sais pas. Donc, merci à toi, Mickaël. Et puis, il manquait 2-3 signatures côté Team System. Donc, on s'inquiète pas trop. Je commande un Uber Eats, je crois. Et on mange un sandwich au bureau avec Maximilien. L'heure passe, 20h. Et puis là, on commence à se dire, mais attends, dans 4 heures, c'est minuit. Et en fait, il faut que tout le monde signe. Donc, il manquait qu'une signature côté Team System vers 20h. C'est celle de Big Boss, parce qu'il était jet lag, il était en décalage horaire et tout. Mais on avait eu des confirmations de ses avocats qu'il allait signer. Okay. Et je le soupçonnais d'attendre que nous, on signe tous pour signer lui, tu vois, un peu genre en mode égo, je sais pas trop. Mais bon, à 20h, il signe. Et donc, du coup, il ne manquait plus que les 2 signatures de mon côté. Alors là, je rappelle, je crois que c'était Jérôme, si je ne me trompe pas, l'avant-dernier. Et là, Jérôme dit oui, excuse-moi, je n'ai pas signé. Tac, c'est bon, j'ai signé. 21h, il a signé. Et là, il nous reste une seule signature. Et comment ça se fait qu'il n'a pas signé ? Et je dis à Maxime, mais t'as eu des nouvelles de lui là ? Non, j'avais demandé à Jérôme de le relancer. Attends, je l'appelle. Ah bah non, Jérôme, il nous a pas répondu de la journée, on l'a relancé, il nous a pas répondu. On dit, mais attends, mais c'est bizarre, il a codé. Ouais, tous les logs sont là de la journée, parce que c'est un développeur. Il a codé jusqu'à 18h01. Tout est bon. Pourquoi est-ce qu'il a pas répondu ? On sait pas. Donc on commence à se demander ce qui se passe et tout. Il était 21h, donc on commence à chauffer. Puis je me souviens, Maximien se lève, parce qu'il était en face de moi sur mon bureau, mon grand bureau, et puis il me dit, il se retourne sur le tableau blanc, il voulait réfléchir, puis je vois dans son dos, tout en transpiration, toute la chemise trempée. Et là, je réalise, parce que j'étais peut-être moins soumis au stress, je sais pas, que c'était vraiment très important, et que c'était hyper tendu la situation.
Et Maximien me dit, écoute, vas-y, je pars chez lui. Et je lui dis, mais attends, mais tu sais où il est parce qu'il travaille en remote, il est à Bordeaux. Nous, on est à Nancy, donc si tu veux traverser la diagonale du vide là, en France, tu vois, c'est genre, il te faut au moins 8 heures ou 7 heures, même en roulant à fond, 6 heures. C'est impossible. Il sera passé minuit, c'est trop tard pour signer. On réfléchit un petit peu, tu vois, et puis tu connais la fin de l'histoire ? Je connais la fin de l'histoire. Ok. Bon, alors, donc du coup, il me vient une idée un peu rocambolesque. Je lui dis, écoute, on va... Ah oui, non, avant cette idée-là, on a appelé le numéro d'urgence, donc parce que comme on avait un fichier, comme c'était une boîte de plus de 250 salariés, on était obligé de tenir un fichier à jour avec le numéro d'urgence de la personne, tu vois, c'est en cas d'urgence. Donc on appelle sa mère, et puis sa mère, elle était en vacances, puisqu'on était en juillet, juin, et donc elle était en vacances, et puis on lui dit, est-ce que vous avez des nouvelles de Thomas ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il ne nous répond pas ? Est-ce que vous savez qu'il doit signer un document ? Il me dit non, je ne suis pas au courant, non, moi je suis en vacances et tout. Bref. Ah bah excuse-moi, je t'ai mal raconté l'histoire parce que j'avais appelé le numéro d'urgence, c'était sa petite copine qui était plus avec lui, qui nous avait donné le numéro de sa mère. Voilà, ça s'est passé comme ça, tu vois, j'ai même oublié. Puis après, sa mère, elle nous a dit qu'il devait dormir parce qu'il se couchait tôt, il pratiquait un truc, un rythme de vie un peu très sain et il se couchait très tôt. Donc j'étais étonné qu'à 21h il s'était déjà couché et surtout qu'il ait éteint son téléphone. Mais bref, c'était le cas. Mais t'avais toute la journée, vous lui avez pas envoyé des messages toute la journée ? Si, okay, il devait avoir oublié. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Okay. Et en fait, on parle d'un énorme deal là. Ouais, voilà. Bon, lui, il gagnait de l'argent. C'était une somme importante pour lui. Donc, ça m'étonnait qu'il ne signe pas. Et donc, c'est les pompiers qui sont allés le réveiller. Et j'ai su qu'il était réveillé en ayant sa signature. On l'a eu vers 22h, 23h la signature. Ok. Et donc, on a été soulagés. Il s'est réveillé par les pompiers. Ouais, et il m'a rappelé à 23h. Il m'a dit désolé, ouais, c'est vrai, je me suis endormi trop tôt et c'est vrai que Jérôme m'avait dit dans la journée, mais j'ai oublié de signer, je m'étais dit que je le ferais ce soir et je l'ai pas fait. Mais t'as fait quoi ? T'as appelé les pompiers, t'as dit il y a un feu à cette adresse ? Non, on a dit qu'on pensait qu'il avait fait un malaise et qu'il fallait y aller. C'est possible, hein ? Bah ouais, parce que quand même, vu qu'il avait une signature très importante, imagine, tu dois signer la vente de ta boîte et le mec répond plus. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc ils nous en ont pas voulu les pompiers. Il y a pas eu de suite à ça. Donc il s'est vraiment fait réveiller par les pompiers quoi. Parce que ça aurait pu être un malaise, t'as raison. Ouais, et après, du coup, vous l'avez eu, il a signé quoi ? Bah, il a signé avant de m'appeler, il a signé direct parce qu'il a tout de suite compris le problème. Et après, il m'a rappelé, et il a signé. Très marrante cette anecdote. Ouais. On parle d'une grosse somme d'argent. Enfin, il y a beaucoup de frais d'avocat. C'est invraisemblable. Non, mais il y avait un impact assez fort, quoi. C'est tous les frais d'avocat, les conseils. Puis même, il y avait tous les avocats et les banquiers d'affaires. Même toi, ton deal tombait à l'eau. Ouais. Il y avait deux parties, achetante, vendante, cédante. Et donc, dans les deux parties, il y avait les avocats et les banques d'affaires qui appelaient, qui disaient mais pourquoi vous signez pas ? Il y avait combien de signatures au total avec tous les conseils ? Il y en avait 34, je crois qu'on avait 34 signatures. Putain, c'est chaud ces signings. Ouais, c'était vraiment violent. Et surtout des répétitions de signatures importantes avec 500 pages. C'est très, très lourd. Pour finir le podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Je sais que tu m'as dit, lors de ce même dîner qu'on a fait ensemble, que tu voulais devenir milliardaire avant 45 ans. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Avant 45 ans en plus. Bah, je sais pas, non, je crois que tu avais dit 40 et tu t'es dit peut-être là c'est 45 maintenant, mais est-ce que c'est toujours un objectif ou pas ? Tu m'as bien eu. Donc qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Sur une bonne note. Non, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Et est-ce que tu penses que c'est toujours d'avoir un autre objectif que de devenir milliardaire ? Si t'es milliardaire avant 45 ans, tu reviendras sur Little Big Things, on en reparlera comme ça. Et peut-être que tu auras eu des enfants entre temps et que tu le feras encore le podcast ? Je pense que je le ferai encore, ouais. Ok. Écoute, ouais. Bah, on peut me souhaiter d'avoir un autre objectif que celui-là. Et pour te reprendre, non, j'ai jamais dit à 40 ans. J'ai toujours dit 45. Ok. Et j'espère ne pas avoir à changer cet objectif. Là, je crois pas qu'il y ait de gens qui sont devenus milliardaires avant 40 ans en France. Enfin, dans la tech, j'en connais pas moi. Mais j'en connais un qui est devenu à 53. Je sais pas, Xavier Niel, il est devenu à quel âge ? Je sais pas, mais ça doit être plus. Bernard Arnault, il est devenu tôt, je pense, quand même, vers les 40 ans, je pense. Globalement, c'est très rare. J'adore lire les histoires des entrepreneurs et j'ai lu justement un livre qui a été écrit un peu contre lui, mais qui est bien écrit. C'est L'Ange Exterminateur qui décrit Bernard Arnault. Et je crois qu'il est devenu aux alentours de 40 ans milliardaire. Ok, d'accord. Après, c'était peut-être en francs. Ah ouais. Et donc globalement, ça existe pas trop quoi. Alors milliardaire, pourquoi faire ? Pourquoi cet objectif aussi ? Je l'explique parce que c'est pas forcément compréhensible pour tout le monde. En fait, déjà, c'est les Jeux Olympiques des entrepreneurs, la plus haute marche.
T'as dit Donc- l'argent, c'est comme ça qu'on compte les points. C'est comme Ouais, aux voilà. échecs, il y a le nombre d'élos. Voilà. L'argent, C'est pas pour bouffer les sous hein, et Non. manger une mais meilleure c'est côte comme un peu, de on peut bœuf. dire un classement, on peut dire ça ou Voilà, c'est le classement du meilleur coureur du marathon qui a eu lieu Voilà. ce week-end. pas. C'est comme gagner Roland Garros. Tu sais, tu regardes, le marathon est passé devant chez moi ce week-end. Tu regardes les coureurs, ça te donne envie de courir. Je sais pas si Moi, t'as déjà vu ça. pareil que toi. Moi, je suis pareil que toi. Et- Là, il y a eu le marathon là, à Paris. Ouais. Ah, Tu en l'as fait Attends, tu vas rigoler. Chaque année, je le fais pas. Chaque année, gars, et chaque année, je suis en mode pas bien. À chaque fois qu'il y a ouais. le marathon, je me dis putain, ils sont en Ouais. train de courir, qu'est-ce que je fous? Voilà. Ça me le fait à chaque fois, c'est horrible. Bah ouais. Alors, le marathon, c'est violent, mais quand même, c'est la plus haute marche de ceux qui courent. Et tu te dis, bah, c'est Après, le t'as des goal. ultra trail et tout, hein, t'as des mecs chauds. hein. Ouais, t'as les Ironman, etc. Mais c'est le goal, Je suis le d'accord avec marathon. toi. Je l'entends partout. suis d'accord avec toi. Et quand t'as fait l'entrepreneuriat, donc ce que je veux dire, c'était que c'était déjà un truc un peu légendaire. Donc dans l'esprit, tu te dis, bah, si t'arrives à atteindre ce truc-là, c'est vraiment que t'es arrivé au plus haut niveau de ta compétition. Deuxièmement, et ça c'est mon cas, c'est que quand t'as fait déjà le tournoi de France et que t'as remporté le petit tournoi régional, tu vois, tu te dis, moi, dans une certaine forme, en vendant mon entreprise, j'ai validé une petite compétition locale que j'ai remportée. Et donc je me dis, bah, T'as gagné un semi-marathon. quand tu gagnes le championnat de Nancy, t'as envie de faire le championnat de France. Et donc moi aujourd'hui je suis dans cet esprit, j'ai envie de passer à l'étape suivante. Je pense pas que Xavier Niel, quand il a réussi à faire le forfait mobile ou la Freebox, s'est dit bon bah c'est bon, j'ai réussi. Il a envie d'aller plus loin. Et donc il vise l'Europe, il vise un truc énorme. Il est en compétition avec Patrick Drahi qui a fait un truc énorme mondial. Donc lui aussi forcément ça le booste et maintenant je crois qu'il l'a même dépassé. Donc ça me fait une deuxième raison. C'est je suis forcé par mon histoire. Et J'aime troisième. bien l'idée du marathon. En fait, je trouve que devenir milliardaire quand on est entrepreneur, c'est réussir à faire son marathon. Un peu, je trouve. C'est un peu ça. Et troisièmement, je pense que aussi, c'est une manière, chacun dans la société, on a notre place. Et je pense que c'est une manière, quand tu es bon dans un domaine, d'apporter quelque chose à la société à ta manière. Je pense que quand tu deviens milliardaire, par exemple, on peut le dire comme ça, mais c'est aussi tu crées une entreprise, parce que devenir milliardaire, c'est pas par le loto, c'est parce que tu as créé une entreprise. En fait, tu apportes quelque chose à la société. Il y en a qui sont meilleurs pour créer des boîtes, pour développer des équipes. Il y en a qui sont meilleurs pour faire le produit, pour coder, pour développer des produits géniaux, des créatifs. Chacun a sa place. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai trouvé ma place dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est la troisième Ouais, c'est ton raison. truc. C'est comme il y en a, ils se découvrent dans la musique, d'autres c'est le sport, Mais d'autres si c'est ça se trouve- l'entrepreneuriat. Toi, c'est l'entrepreneuriat, et du coup, dans l'entrepreneuriat, t'as envie d'être le meilleur. Bah, un des Et meilleurs. mais moi, je trouve ça normal parce que, par exemple, tu vois, quelqu'un qui joue au tennis, par exemple, ok, il Ouais. veut être champion de tennis. Bah, il a envie d'être le meilleur. Bah ouais. Ça me paraît logique, non? Enfin, un footballeur, quand il se démarre, il fait carrière, il veut être le meilleur. Ouais, c'est Dans le l'en- choix que tu fais. Est-ce que tu veux le faire en mode loisir ou en mode C'est compétition? ça. Mais à partir du moment où tu rentres en compétition, en fait, le marathon, est-ce que tu le fais pour t'amuser ou est-ce que tu le fais pour faire un temps? Et tu vois, ils sont tous à regarder leur montre quand je les regarde. Et dès qu'ils passent la ligne d'arrivée, clac, c'est le premier truc. C'est même pas dire merci, bonjour, au revoir, un bisou. C'est la montre. Donc, c'est quand même qu'il y a un objectif de temps, d'objectif de points. Évidemment. Tu penses que il y a des. Est-ce que tu penses qu'on peut être un bon entrepreneur sans Ouais. être un compétiteur? C'est une bonne Je vais question. finir là-dessus, ouais, parce que Moi, j'ai je pense l'esprit d'entreprise compétitif. Donc, je dirais que c'est la qu'il faut l'être un compétition qui minimum. me. Je pense qu'il faut qui l'être un m'éveille. minimum. Mais Si t'es pas compétitif, quand même t'as pas l'envie de la gagne, c'est compliqué, moi, je pense. ouais, je pense que tu peux être un bon entrepreneur sans être compétitif. Ah ouais, putain. Je pense quand même. En étant un créatif, en étant. Par exemple, je pense à Cédric Grolet, qui est devenu entrepreneur en étant un créatif. Et il y en a plein d'autres. Moi, je pense qu'au fond, il veut être meilleur. que- Ouais, c'est à cause ouais. où il y Bon, a- bah alors, t'as répondu. C'est peut-être dur. Mais est-ce que. Moi, mon moteur, c'est quand même de réussir à faire mieux que hier, demain. Mais je vais méditer là-dessus pendant le déjeuner. Et tu repasses dans le podcast si t'es milliardaire avant 45 ans ou pas? Putain, J'ai pas eu une personne deux fois encore une fois, parce qu'à chaque fois, je leur fixe des objectifs. Et ils les ont pas atteints. Bah, faut qu'ils les atteignent après. Ah tu ouais. vois. Écoute, j'ai déjà plusieurs engagements si je réalise cet objectif. Mais si j'ai le temps à ce moment-là, promis, et surtout si on devient super copain. Super. Allez, bah merci William, et puis je te dis à bientôt. Merci Andrea, bye.